Salut à tous et salut à toutes, bienvenue dans N1, le podcast basket des équipes de The Playoff. On se retrouve pour une nouvelle semaine de saison régulière et surtout pour notre conseil de classe, deuxième conseil de classe de cette saison 2025-2026. On va donner les bons et surtout les mauvais points aux équipes. On sait que vous adorez cet épisode-là en particulier. Pour m'accompagner, il fallait qu'il soit là. C'est Yannick. Salut Yannick. Salut Chris, salut à tous. Écoute, je suis super content. J'ai pu ressortir ma trick pour donner les coups sur les doigts pour les mauvais élèves. Donc je suis prêt. Coup de trick dès le deuxième mois de compète. Donc plutôt que le bonnet d'âne ou aller au coin, le coup de trick. Bon, très bien, magnifique. Et pour nous accompagner, un invité de marque, c'est le patron rédac chef NBA du site The Playoff, du média The Playoff. Donc on va être carré dans notre analyse cette semaine en tout cas. C'est Maxime. Salut Maxime, merci d'être avec nous. Plaisir est pour moi les gars. Salut Chris, salut Yaya, très heureux de vous retrouver. Ça fait un petit moment que je n'ai pas passé vous voir. Et je suis content de faire ce petit podcast avec vous. En plus, on a eu 5 semaines de NBA passionnantes, je trouve, jusqu'ici. Donc plein de choses à dire et on va se régaler. Ouais. Maxime, on en parlait juste avant l'émission, là, en off. Tu reviens de quelques jours du côté de Phoenix, où tu as eu l'occasion de voir des matchs, évidemment, mais aussi d'interviewer Nicolas Batum, par exemple. Ouais, tout à fait. Je suis allé pour un match à Phoenix. C'était les Suns face aux Clippers. Alors j'espérais avoir James Harden, Kawhi Leonard, mais ils étaient blessés tous les deux, donc ils n'ont pas joué. J'ai eu par contre le premier match intégral de Jalen Green. C'était jusqu'à l'heure actuelle, c'est son seul match. Je crois qu'il s'est pété lors du deuxième. Et il avait été excellent. Donc ça, c'était la petite cerise sur le gâteau. Super expérience dans une salle qui était pleine parce que je pense qu'il y avait du star power quand il y a les Clippers qui déboulent. Généralement, on se dit qu'il va y avoir quelques stars. Bradley Beal, c'était son retour aussi en plus C'est vrai. à Phoenix. Il s'est fait huer du début à la fin et le jour, il a été mauvais. Il a forcé comme c'est pas possible. Et il a vécu une soirée très compliquée, mais ouais, très belle expérience. Première accrède en NBA, donc un vrai plaisir. Et puis j'ai eu vraiment l'honneur de pouvoir m'entretenir avec Nicolas Batum dans des circonstances un peu compliquées puisqu'ils avaient perdu. Et il a été absolument adorable. On a fait une petite interview que vous avez pu retrouver peut-être sur le site et puis sur Insta aussi avec un petit roman photo là de ses coéquipiers les plus iconiques. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux, qui était très sympa. Donc ouais, belle Oui, expérience. très bonne idée. Moi, j'ai adoré voir cette petite vidéo là où il revient sur ses années dans différentes franchises. Quand il est revenu sur Portland avec Lamarcus Aldridge, par exemple, tu vois, il y a un côté, ça fait revenir des émotions, des trucs et c'est toujours cool. Donc, ouais, c'était sympa. On voulait trouver un angle un petit peu original, tu vois. Donc on lui a mis les photos dans les mains. Et naturellement, ça l'a ramené un peu en arrière, tu vois. Ça lui a rappelé, je pense, des bons souvenirs avec certains de ses coéquipiers qu'il a appréciés. Et petite anecdote, ce qui est drôle, c'est que j'ai failli pas prendre celle de Patrick Beverley, mais la photo était très jolie, en fait. Et quand je l'ai mise dans les mains, là, il a tout de suite, mais il a été dithyrambique. Enfin, vous l'avez vu, hein, il a parlé de Patrick Beverley, comme tu m'en souviens, il a dit, il est dans mon top 5 de mes meilleurs coéquipiers. Et il m'a dit, et il est pas cinquième. C'est comme ça qu'il a fini sa phrase. Et je trouvais ça drôle parce que je m'attendais pas à ce qu'il ait eu une telle relation avec lui, surtout qu'ils n'ont pas joué très longtemps ensemble par rapport à d'autres coéquipiers. Donc, c'était un moment très sympa. Pour à retrouver sur les réseaux. Alors, il va falloir aller fouiller un petit peu parce que ça date maintenant, mais voilà, vous pouvez retrouver si vous voulez aller voir ça. On vous conseille, c'est pas très long, mais c'est plutôt cool. Donc voilà. En attendant, restez quand même branchés sur le podcast. On va proposer donc notre conseil de classe, évidemment. On aura la pastille d'Eliott à la fin du podcast, à la fin du contenu. Donc restez branchés. J'ai eu la chance de faire une petite interview de lui il y a quelques jours de ça. Il était en road trip personnel du côté de Los Angeles et il nous fera son petit retour. Donc ce sera en toute fin d'émission. Évidemment. Alors, le conseil de classe, vous connaissez le principe. On a quatre catégories, Yannick. Quatre catégories à chaque fois, une équipe dans chaque catégorie. On fait un focus. Tu peux redonner, si tu veux, tiens, les catégories, peut-être pour les gens qui découvrent le podcast ou alors pour ceux qui veulent peut-être se faire une petite piqûre de rappel. Alors, on met au tableau d'honneur donc le bon élève, puis la bonne surprise, le peut mieux faire et enfin le cancre que on va mettre au fond de la classe, voire même qu'on va envoyer directement chez le CPE. Et à la fin, on élit les délégués tranquillement. Et ce mois-ci, ce sera Max qui va nous élire les délégués, qui va nous les mettre au tableau d'honneur. Grosse responsabilité, Attention. Maxime. Attention. Un pour chaque conférence en plus. C'est ça. On sera intransigeant sur ton choix. Bon, après, on t'a donné, normalement, les noms qu'on t'a donnés sont quand même, à chaque fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. Il y a des meilleures réponses que d'autres, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Oui, parce qu'on peut se bloquer quand même, hein, tout, hein. Bon, si vous voulez, on va se lancer.
on va se lancer tout de suite avec notre surdoué, notre bon élève du mois. Ouais. Difficile de passer à côté de cette équipe-là, direction la conférence Est et direction les Detroit Pistons. Au mois de novembre, le bilan, il est je vais dire incroyable. Oui, il est incroyable. Il est même historique quasiment. Un bilan de 13 victoires et 2 défaites. Ils étaient sur une série de 13 succès de rang entre le mois d'octobre et novembre. La streak a été cassée à Boston. Alors qu'ils auraient pu passer du coup s'ils avaient gagné le match, ils seraient montés à 14-1, ce qui aurait été leur meilleur bilan de l'histoire, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont ensuite enchaîné contre une défaite à Orlando. Mais en tout cas, un début de saison en 13-1, c'est la 3e fois, je crois, dans l'histoire des Pistons que ça arrive. Les 2 autres fois, ils ont été champions NBA. Voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information-là. Maxime, tiens, on te laisse la main. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette équipe-là? On sait que c'était une équipe qui était attendue. On en avait parlé avec Yannick dans nos previews de début de saison. Mais de là à les classer en surdoué de la conférence Est, il y a un gap quand même. Ouais, mais je crois que c'est vraiment le statut qui est le leur, hein, sur ce mois de novembre. Il y a rien à redire, il y a rien à acheter dans ce mois de compétition des Pistons. Moi, je les trouve très impressionnants. Ce qui me plaît, c'est que tout s'est pas passé, forcément simplement. Il y a eu des absences. On sait que Cunningham a été, absent pendant 3 matchs qu'ils ont gagnés, qu'ils ont réussi à remporter. Malgré l'absence de leur leader, on sait qu'il y a des gens aussi qui se sont signalés. On a vu Dennis Jenkins qui est sorti de sa boîte, à plusieurs reprises pour faire la différence. Je reviens sur les absences, mais un garçon comme Jaden Ivey, il a pas beaucoup joué depuis le début de saison, mais qu'importe, les Pistons sont là, et il est pas le seul, hein. Il y a eu d'autres absences de marque. Donc, moi, ce que je trouve très fort, c'est d'arriver à aller confirmer, même plus que confirmer ce qu'on a vu l'an dernier, le faire dans des conditions qui sont pas forcément très simples. Et puis de voir aussi l'éclosion de certains joueurs. Enfin, Jalen Duren, on savait que c'était un très bon joueur, mais il a pris une autre dimension, surtout en attaque. Il reste cet intérieur qui est là pour gêner, qui est là pour prendre des rebonds, qui est là pour défendre très dur. Mais par contre, il a énormément progressé en attaque. J'ai pas forcément les chiffres sous les yeux, mais il marque beaucoup plus que l'an dernier. Il prend plus de responsabilités. Et ça, c'est vraiment hyper encourageant. Donc, et puis même les arrivées, en fait, elles sont bonnes. C'est-à-dire qu'un garçon comme Duncan Robinson, aujourd'hui, il est pleinement intégré aux 5 majeurs, il est productif. On l'a encore vu là pour son retour à Miami, à son premier match. Du côté du Heat, je crois que c'était il y a la nuit dernière, si je me trompe pas, il met 18 points. Bref, voilà, les nouveaux joueurs font le taf. Ceux qui étaient déjà là continuent de progresser. Ozar Thompson progresse lui aussi, donc ça, c'est très bon signe. Et puis surtout, on en reparlera peut-être plus tard, mais Kate Cunningham, il a pris une dimension encore plus importante que celle qui était la sienne l'an dernier. Et là, honnêtement, il se rapproche vraiment d'un top 5 NBA et c'était pas forcément évident de le dire il y a encore 2 3 ans. Donc, non, c'est hyper. Ça fait plaisir. Et ce que j'aime en plus, c'est que c'est vraiment dans l'ADN de la franchise telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans les bad boys de 89, 90, 88, 90, pardon, de ceux de 2003-2004. Et je sais pas, il y a un fil conducteur qui me plaît énormément dans cette histoire-là, en fait. De retrouver encore les Blue Collars, les cols bleus des Pistons, ça fait kiffer, quoi. Je suis assez d'accord avec ça. Moi, il y a plusieurs choses que je voulais noter sur cette équipe. Premièrement, on va parler de stats. C'est l'offensive rating. Ils sont 10e à l'offensive rating depuis le début de saison, mais surtout c'est le 5e en defensive rating et 5e en net rating. C'est une équipe qui sait exactement ce qu'elle doit faire, comment elle doit le faire, et et je suis d'accord avec toi, qui a une vraie identité et qui a décidé ça. Et surtout, ils confirment leur saison dernière. Moi, je faisais partie des équipes qui avaient peur qu'ils baissent de rythme après une saison où ils ont retrouvé leur statut après des années, voire des décennies de galère. Donc, tu vois, voir ça, ça fait plaisir. Et effectivement, c'est une franchise historique de la ligue. Tu as parlé des Bad Boys qui revient. Moi, ce que je voudrais parler aussi également, avant de parler des joueurs, c'est l'ensemble du front office. On a un joueur un ancien joueur qui était en Europe, c'est Langdon, qui a monté cette équipe. Il y a un coach. Alors, on en pense ce qu'on en veut, mais pour passer d'une équipe du fond de classement à arriver en playoff, il y a pas beaucoup mieux. Mais après, il y aura peut-être des limitations pour passer au-dessus. Et c'est JB Bickerstaff. Et en fait, à côté, il y a un coaching staff qui est quand même assez conséquent avec des gars comme Luke Walton qui sont là. Luke Walton qui était
un membre imminent du côté de Golden State quand ils ont gagné les titres et puis à côté il y a des joueurs enfin des anciens joueurs comme Jared Jack qui vont pouvoir aider notamment à mentorer des Cade Cunningham. Donc si Cade Cunningham monte, c'est aussi pour ça. Et je voulais en tant que Limoujo, mentionner quelqu'un qui est dans le staff, c'est Jérôme Allen, dont la première expérience en Europe était au Limoges CSP avant d'aller en Euroleague. Donc, comme Max, je sais que Bien, tu très es un bien de ancien, Jérôme Allen, qui était un comme je sais espèce que de dragster, mais ah il ouais. s'est pas permis. Il était ultra athlétique. Pas forcément Et le meilleur basketteur qui soit, mais il était impressionnant physiquement, je me souviens à l'époque. Ouais. ouais, il avait un cross là où il faisait semblant de partir avec les deux mains et ah ouais, c'était un vrai dragster. Et sur la Ouais. 1-3-1, il jouait derrière à l'époque et c'était fabuleux. Il avait amené le CSP jusqu'en finale de championnat et puis ils avaient perdu Ouais, contre tes Palois, je crois. Mais ah, bon, ça arrive. Ça arrive. ouais, bah, Mais non, mais complètement, je te rejoins parfaitement. Il y a une organisation au complet qui fonctionne très très bien et ça explique aussi les résultats, ça c'est évident. Et JB Bickerstaff, enfin, faut voir ce qu'il a fait de la franchise, hein. Il a déboulé, il a complètement inversé la tendance. Donc, le garçon sait y faire pour relancer les projets. Je reviens sur Jalen Duren rapidement, très rapidement. C'est presque allez, l'un des deux, trois meilleurs candidats pour le MIP cette saison. Le gars, il est passé de 11,8 à 19,5 en termes de points par match. Là, j'ai les chiffres là sous les yeux. Il a encore Mmh. augmenté sa moyenne de rebond avec ouais. un temps de jeu qui est à peu près similaire. Donc, il a vraiment, vraiment franchi un cap et je pense que sa candidature, elle est absolument naturelle pour le MIP. Ouais, c'est clair. 22 ans de Jalen Duren, on rappelle. Donc, tu vois, il est vraiment qu'au début de son ascension et ça peut vraiment montrer des choses magnifiques pour cette équipe des Pistons. T'en parlais, cet axe 1-5 qui est vraiment ultra performant. Autour de Duren, t'en as parlé. Et ouais, Yannick, tu voulais Ouais. peut-être ajouter. Il y a, il y a juste une petite chose, c'est qu'il va falloir penser à le prolonger parce qu'il va être notre ami Duren et il va falloir trouver de la place. Alors on sait qu'il va y avoir le contrat de Tobias Harris, il va peut-être bien falloir qu'il parte un jour à la retraite. Mais ouais, le fait qu'il performe et là, il va falloir penser à la prolongation et ça risque d'être coton Hmm. et Juste coûter pour, cher. ouais. Oui, oui, oui. Mais après, c'est, j'ai envie de dire, presque des problèmes de riches, tu sais, quand tu dois te poser la question de qui tu gardes, à combien tu C'est mets la vrai. somme et tout. Donc, mais en tout cas, c'est des vraies questions qu'il va falloir se poser. Juste quand même pour rester sur le présent. Donc, Duran, on en a parlé. Vite fait, Duncan Robinson, t'en parlais, Max. Il a 40% à 3 points, là, sur cette saison. Ouais. Il en prend 7 et demi, il en met à peu près 3 par match. Et en fait, il permet de pouvoir aussi écarter et se passer, en fait, le reste du jeu pour l'équipe. Donc, il est dans son rôle. C'est un mec c'est un mec, alors je crois qu'il est non drafté, il a un contrat qui, bah tiens, Yaya, je sais pas si t'es toujours devant les contrats, mais le contrat de Duncan Robinson, il est peut-être à quoi, 12 ou 15 millions la saison, je crois, il a signé là cette année. Bah, il était à Il est à Miami avant. 16. Il est à 16, ouais. 16 cette saison, ouais. Et 15 l'an prochain et Bah, 15 l'année c'est, d'après, en fait. Il est sous c'est contrat que jusqu'en dalle. 2028. Bah, c'est que dalle, en fait, pour ce qu'il peut apporter, pour le mec que c'est. Alors, il va pas aller te claquer des 40 points tous les soirs, mais en tout cas, dans le collectif de cette équipe-là, je trouve qu'il a parfaitement son rôle et c'est une addition très intelligente. Vous parliez de tout le coaching staff et donc, du coup, ce qui se passe, on va dire, dans les bureaux et dans les boards. Bah, par exemple, une signature comme Robinson, je trouve que c'est quelque chose de très, de très pertinent. Mais On peut c'était quand même vital, parler hein. Oui. C'était vital pour les Pistons qui ont perdu Malik Beasley, en fait. Mais, enfin, Mm. il prend clairement le spot de Malik Beasley, qui avait fait une saison, je vais pas dire historique, mais presque l'an dernier à 3 points. Et on est dans les mêmes ordres de grandeur en termes de salaire. En fait, Beasley devait signer pour 3 ans à 42 millions. Bon, ça fait 14 la saison, si je dis pas de bêtises. Mm. Là, il est à 15 et il remplit parfaitement ce rôle-là. Donc, après, c'est pas tout à fait le même profil de joueur, mais en tout cas, pour la menace extérieure et pour ce que ça apporte en termes de spacing, c'est juste parfait, quoi. Bah, il Et est puis, il a de plus l'expérience des un playoffs aussi. C'est un garçon qui est allé en finale NBA, il faut quand même le souligner. ouais. Il pourra montrer un peu la voie aussi de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est hyper important pour un groupe aussi jeune, quoi. Tout à fait, et qui était un très fort joueur de Miami, où Spoelstra savait comment le magnifier. Et là, là, on connaît son rôle en fait. Donc, Mm. c'est un vrai role player dans le sens noble du terme Ouais. pour pouvoir faire ça. Et Moi, c'est un tant que j'ai, ancien de Michigan, hein. Pardon. Il était à ouais. Michigan avec Caris LeVert, en fait. Les deux sont revenus dans le Michigan cet été. C'est assez drôle et ils jouent ensemble maintenant sous les couleurs des Pistons. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de joueurs dans l'histoire de Michigan qui reviennent aux Pistons, hein.
Chris Webber a fini sa carrière là-bas. Tu vois, il y a un vrai attachement à cet État et puis c'est une ville quand même iconique, donc T'as voilà. raison. Et j'ai vu un podcast la semaine dernière entre Draymond Green et Matt Ishbia. Et je me disais, mais pourquoi Draymond Green invite Matt Ishbia à son podcast? Mais en fait, les deux sont d'anciens de Michigan State. Ouais. Une Alors filiation, voilà, du Michigan. Ils ont fait cette émission-là. Ils ont une vraie connexion, en fait, tous les deux. Et c'est drôle. ouais. Ok. Moi, il y a juste une petite chose que je voulais souligner du côté de Détroit, c'est que 35% de rebonds offensifs. C'est-à-dire que quand il y a un shoot, une fois sur trois, ils vont prendre le rebond offensif un peu plus, même un peu plus d'une fois sur trois. Donc ça veut dire que tu vois, ça c'est une vraie stat. Quand on parle beaucoup du tall ball de Houston, ben tu vois, ils sont pas très très loin non plus, tu vois. Donc ça c'est une stat que j'ai remarqué et ça prouve aussi encore une fois le travail du coaching staff d'orienter là-dessus et c'est vraiment exemplaire parce que ça va redonner des possessions. Donc c'est assez puis Ouais, Juste ils sont pour, bah, mobiles. juste pour compléter ce chiffre-là, Houston t'en parlait, est à 40%. C'est le chiffre qui est sorti là ces derniers jours. ouais Donc tu vois, le range, il n'y a pas non plus énorme. Ce qui est déjà très très fort, 40% de rebond offensif sur une action, sur des actions, on va dire. Donc le 35 ouais de Détroit est à souligner. Rapidement, si vous voulez, parce qu'on va enchaîner derrière, mais on peut ouais parler rapidement quand même de Cade Cunningham. Maxime, t'en as parlé dans ton propos en introduction. Il est à quasi 28 points, 10 assists de moyenne. Au mois de novembre, il n'a pas fait un match sous les 20 points. Il a fait des grosses performances à 42 points, 46 points, 39, 34, tout ce que vous voulez. On sait que c'est un joueur extrêmement fort, que c'est un leader, mais là, on a l'impression quand même que, en même temps que son équipe, lui passe un cap, et que en fait, parce que lui passe un cap, son équipe passe un cap. Je sais pas si je suis clair dans ma logique et ma structure, mais qu'est-ce que t'en penses un petit peu de Cade Superstar Cunningham, en fait, j'ai envie de dire. Je pense qu'il est encore en train d'apprendre. C'est ça un peu le paradoxe avec Kate Cunningham, c'est que il se développe, il progresse sous plein d'aspects en fait. Je pense que c'est vraiment devenu un vrai patron sur le terrain. Il est déterminant dans les résultats de l'équipe, ça c'est évident, même si je l'ai dit, hein, ils avaient quand même réussi à gagner sans lui aussi. Donc c'est Hmm. aussi une très bonne nouvelle pour les Pistons. Moi, je pense que maintenant, il doit essayer de grandir peut-être encore plus vite, c'est pas évident, mais trouver vraiment le bon équilibre entre je prends les choses un peu à mon compte et je suis capable de responsabiliser, d'impliquer peut-être un petit peu plus par moment ses coéquipiers. Moi, j'ai le sentiment que parfois, il en fait trop. Et j'ai même l'impression qu'il y a Ok. une espèce de dépendance à trop en faire à Kate Cunningham de la part des Pistons. Je me souviens de ce match où il a quand même raté 31 shoots pour Oui, donner un petit peu c'est de vrai. perspective sur cette stat-là. Dans l'histoire moderne de la NBA, donc sans remonter aux années 70, je crois que c'est le deuxième plus gros total de l'histoire. Donc ça en dit Bah, long je crois sur, je crois que t'avais Kobe, je crois, qui avait fait un truc comme ça, pareil, ou. exactement. Je crois qu'il y a que Kobe qui a fait peut-être un shoot de plus raté ou un de moins. Enfin, je sais plus. Bref, c'est une des deux plus grosses Hmm. stats de cet ordre-là. Ça donne un petit peu la dimension qu'il a pris au sein de l'équipe et le poids qu'il peut avoir. C'est un des joueurs avec le plus gros usage rate aussi dans l'équipe, donc au sein de la ligue. Donc moi, j'aimerais qu'il continue d'aller sur tu vois, le bon équilibre entre je prends les choses un peu à mon compte et je suis capable d'impliquer mes coéquipiers. Parce que je trouve que ça fait défaut parfois en fait aux Pistons. Et je pense qu'ils lâchent des matchs aussi parce que ils s'en remettent trop à leur leader. Et ils comptent trop sur lui pour faire la différence. Et c'est important de trouver ce right balance, comme ils disent aux US, quoi, le bon équilibre. ouais mais il est jeune, il a 24 ans, donc on sait que c'est un poste qui demande une maturité. Donc en plus, la montée en puissance de Détroit, donc depuis 2 saisons, c'est quand il revient à plein régime, c'est-à-dire qu'il a eu une saison rookie, il se fait les croisés sur l'année suivante. La troisième année, c'est plus compliqué. Enfin, c'est une saison où il revient, mais il est très fort. Et la quatrième année, c'est là l'explosion. Donc tu vois. Et cette année, ben on va demander, ça va être vraiment une vraie confirmation avec une augmentation de son rôle, mais ça va demander aussi des ajustements dans son jeu. Parce que en plus maintenant, il va avoir déjà qu'il avait le meilleur joueur, le meilleur défenseur face à lui. Maintenant, il va y avoir aussi en plus d'autres, enfin des schémas pour le limiter.
Et c'est là en fait où effectivement quand ça rentre pas, va pas falloir se frustrer et continuer à shooter. Moi 31 shoots manqués, je le faisais même pas en entraînement parce qu'on me donnait pas la balle, tu vois. Donc C'est bah, énorme. Alors après, personne t'a mis au même niveau qu'El Cunningham, à aucun moment dans ce podcast, hein, donc oui, mais enfin tu vois, en entraînement de 2 heures, j'ai même pas 31 shoots quoi. Non, mais peut-être que j'ai sonné un peu négatif par rapport à Kane, mais attends, je ah non. souligne largement ses progrès franchement, moi, je me régale de le voir jouer. J'adore la dimension qu'il a prise. Je dis juste que c'est flippant parce qu'il a encore en fait des axes de progrès importants, même son tir à 3 points qui est pas encore tout à fait au point. Et c'est rassurant. Enfin, c'est pas que c'est rassurant, mais c'est au contraire, c'est effrayant de se dire que ce mec-là a encore une vraie marge de progression et peut encore amener des trois plus haut s'il arrive à jouer encore mieux et encore plus juste surtout. Mais ça, comme tu dis, ça va venir avec le temps. Bon, voilà ce petit tour pour Détroit, notre surdoué du mois. Le calendrier là des jours et des semaines à venir pour terminer l'année en gros. Je vous le donne, il y a une réception d'Atlanta. Ensuite, tu vas aller à Milwaukee. Tu vas recevoir Portland. Tu vas recevoir Milwaukee. Tu reçois encore Atlanta. Tu vas à Boston. Tu vas à Dallas. Bah, les gars, il y a quand même pas mal de matchs prenables là-dedans quand même, hein. Ouais, clairement, Ah, franchement. clairement. Et de toute façon, vu où ils sont maintenant, tous les matchs ils seront attendus par Hmm. les équipes adverses, tu vois. Donc Ouais, mais t'as pas de gros cadors là dans la liste que j'ai donnée, tu vois. Donc tu peux finir l'année en boulet de canon, comme là ce début de saison malgré ce petit écart de 2 défaites là, mais bon, on devient exigeant avec ces Pistons. On enchaîne si vous voulez avec notre bonne surprise, notre deuxième élève du mois, et on va aller à l'Ouest en Californie. On va parler un petit peu des Los Angeles Lakers. Le mois de novembre des Lakers, c'est un très bon bilan, 10 victoires et 2 défaites, invaincus à domicile, un bilan de 5-2 à l'extérieur. Maxime, pareil comme pour Détroit, on te laisse la main sur cette équipe des Lakers. De ce que tu en as vu, de ce que tu en lis, en Ouais. entends, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de cette franchise californienne? Bah, je trouve que c'est une belle surprise. Moi, je m'attendais pas à les voir si haut, très honnêtement. Je les aurais jamais mis deuxième à ce moment de l'année, si j'avais dû faire des prédictions. J'ai trouvé qu'ils avaient été renforcés cet été, sans pour autant que ça vienne combler toutes les lacunes. Moi, j'étais pas forcément pro DeAndre Ayton sur le profil. J'aurais préféré Ok. un profil plus proche de ce que fait Al Horford, vraiment un vrai two-way player avec une menace extérieure pour amener encore plus de spacing. Au final, ils ont sauté sur DeAndre Ayton et j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne idée. Je pense il est bien coaché. Je pense qu'il est bien accompagné aussi par des vétérans qui sont des All-Stars en puissance, des superstars en puissance, et que je pense que c'est le meilleur contexte peut-être d'ailleurs pour l'amener vers davantage de sérieux, de régularité et tout. Et il fait franchement un bon début de saison. Et au-delà de ça, bon, le basket qui est pratiqué par Luka Doncic, il est assez exceptionnel. Austin Reeves, c'est monstrueux ce qu'il est en train de réaliser. Je voyais des stats ce matin qui sont assez folles. Je voyais que c'est le quatrième duo à signer 3 matchs de suite à 30 points chacun minimum. C'est dingue de se dire qu'il y a que 4 duos dans l'histoire, dans les 50 dernières années, pardon, qui ont été capables de faire ce truc-là. C'est assez fou. Si on avait dû miser, on aurait peut-être mis LeBron et Luka, pas Luka et Austin Reeves. Donc, il y a eu des absences. Il y a eu celle de LeBron James pendant 14 matchs. Marcus Smart a raté des matchs. DeAndre Ayton a raté des matchs. Et quand bien même ils sont là, ils sont deuxième dans une conférence Ouest qui reste quand même très costaud, même s'il y a quelques déceptions. Donc, non, franchement, chapeau aux Lakers. Enfin, chapeau à JJ Redick aussi, qui a réussi à intégrer tout ce monde-là. Marcus Smart fait une très bonne saison. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il apporte en termes d'état d'esprit dans les matchs en tant que starter. Donc, très chouette. Très content du début de saison, même si je suis pas un fan des Lakers. Je suis content de les voir à ce niveau-là. Yannick, toi du coup sur les Lakers, alors on en a déjà parlé dans différents podcasts. Il y a 2-3 semaines, ouais, quand on avait eu Tom, on avait parlé de comment réintégrer LeBron dans tout le Ouais. bon déroulé des Lakers, hein, parce que déjà avant son retour, ça cartonnait déjà bien. ouais. Voilà, de ton point de vue un petit peu, qu'est-ce que tu as rajouté sur tout ça? Mais sur ce mois-ci, effectivement, Papy Libron, il n'a pas eu besoin de beaucoup être là. Il a fait un retour correct, pas non plus. Il n'a pas pris toute la lumière à lui, justement. Il n'a pas vampirisé comme on pouvait s'y attendre, et il s'est mis au diapason de l'équipe. Et là, du coup, on a vraiment l'impression que c'est l'équipe de Luka Doncic. Là, tu vois, avec cette absence, il a dit bon, écoutez, maintenant c'est moi le patron. Je vais vous montrer maintenant comment on fait pour gagner. Donc et il le fait bien puisque 35 points, 9 passes, enfin un peu plus de 9 passes, C'est un peu ça. plus de presque 9 rebonds aussi.
voilà, donc c'est quelque chose qui est, on l'avait pas vu aussi fringant depuis longtemps. Et surtout, moi, il y a une stat qui m'a vraiment fait lever le sourcil, c'est que Luka Doncic, c'est celui qui shoot le plus de lancers francs. Donc il va aller chercher ses lancers francs, il va aller chercher ses points. Donc ça veut dire que déjà dans un match, il commence avec 12 lancers francs en moyenne. Donc Ok. donc déjà tu commences, tu sais que t'es serein. Et pour moi l'arrivée de DeAndre Ayton, c'est pour donner du pick and roll à Luka Doncic. On sait que Ayton n'a jamais été aussi si bon quand il était du côté de Phoenix, quand il était avec Chris Paul. Et aujourd'hui, en termes de lecture de jeu et de lecture de pick and roll, Lucas c'est un maître par rapport à ça. Et ça va lui permettre aussi peut-être d'être un peu moins agressif vers le panier pour pouvoir jouer sur le rôle. Et si la défense s'adapte, il peut sanctionner en s'arrêtant plutôt avec des shoots extérieurs, ou alors si s'il y a des aides, de pouvoir lire et donner des aides, notamment à Austin Reeves, qui est le grand bénéficiaire de ce changement de paradigme et qui lui va pouvoir sanctionner, qui est un vrai shooter cette année. Et si c'est pas lui, c'est Hachimura. Donc ça permet également de libérer les ailes pour avec DeAndre Ayton, quoi. Tiens, moi je voulais vous lancer sur un petit sujet que j'ai eu dernièrement là en off autour du cas Austin Reeves. T'en as parlé un petit peu Max là sur le duo, le feat incroyable avec Luka Doncic. Austin Reeves là, il est en dernière année de contrat. Après, il a une player option à 14 millions, allez 15 millions. On sait très bien qu'il va pas la prendre. Ok, il va demander beaucoup plus. On va voir s'il demande le max ou quasi le max. On va voir si les Lakers s'alignent ou comment ils vont négocier tout ça. Moi, la question que je voulais voir un petit peu avec vous, qu'on en discute, et d'abord avec toi, Max, c'est est-ce que moi, je reste un petit peu vigilant parce qu'on en a connu des mecs qui en année de contrat, on va dire, parce qu'on oublie la player option, ils vont tout péter, ils vont tout cartonner, tu vois, ils vont signer leur rallonge XXL et après, on les oublie quasiment ou alors ils disparaissent. Je te dis pas que ça va arriver à Reeves, mais moi je reste prudent. Je vois beaucoup d'éloges autour de d'Austin Reeves, l'éclosion de Reeves, le duo avec Luka Doncic, tout est merveilleux, tout est beau, tout est magnifique. Et moi j'aime les Lakers, donc j'apprécie ce que je vois, mais je reste prudent. Est-ce que pour toi, Max, il peut y avoir ce risque-là d'un Reeves qui cartonne beaucoup cette année et en fait après, bon bah une fois qu'il a signé son truc, voilà. Ou alors il s'est vraiment très bien intégré au système Lakers et surtout, comme disait Yaya, au système Luka Doncic qui est devenu maintenant la superstar numéro 1 de cette équipe-là. Ça peut pas être un feu de paille, en fait. Austin Reeves, ça fait 3-4 ans que déjà il est bon, en fait. Il est bon dans ce système-là, il est bon aux Lakers. C'est un joueur de grande qualité. C'est un joueur qui est capable de créer énormément de jeux. Et c'est là où, en fait, il est redoutable. C'est que les Lakers, ils alignent trois mètres à jouer, en fait. Si tu prends LeBron, Luka, Austin Reeves, c'est trois mecs qui sont capables de scorer et de créer pour les autres. Et ces qualités-là, ça fait quand même un petit moment qu'on les voit chez lui. LeBron James, il a pris, voilà, comme tu disais, Yaya, un pas de recul. Et je pense qu'il est suffisamment smart. En tout cas, j'espère. Et pour moi, ça témoignera aussi de sa grandeur sur sa fin de carrière, sa capacité pas à lever le pied, mais à se mettre en retrait au service du collectif davantage pour vraiment aider les Lakers à aller le plus loin possible en playoff. S'il peut nous éviter ce qu'a fait Kobe dans ces dernières années aux Lakers, franchement, ce serait juste génial. Et je pense qu'il est capable de le faire par lucidité, mettre un peu d'ego de côté et laisser un petit peu de place à ses coéquipiers. Et je pense qu'Austin Reeves, là, depuis le début de saison, en fait, il bénéficie à plein du retrait de LeBron James. Alors, son absence, bien entendu, pendant 14 matchs, mais aussi du fait qu'il ait un rôle un petit peu secondaire, plus au diapason de l'équipe, que première option, comme il l'a toujours été depuis qu'il est arrivé aux Lakers en 2018. Donc, pour te répondre, j'ai aucune inquiétude par rapport au talent d'Austin Reeves. Je pense pas que ce soit l'effet contracteur. Je pense qu'il bénéficie d'une équipe qui tourne bien, d'un Luka Doncic qui est en pleine possession de ses moyens, qui rayonne sur son équipe, qui la met très souvent dans les meilleures dispositions possibles. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Luka Doncic, il démarre toujours très fort ses matchs. Hmm. Il fait des premiers cartons à 20 points, à 22 points, à 24 points. Enfin bref, c'était le cas encore hier soir. Et je pense qu'il lance parfaitement les mecs. Et derrière, tu arrives, tu es lancé, tu es en confiance, tu es à plus 15, et les gars, ils déroulent. Et Austin Reeves, il bénéficie un petit peu de ça. Donc là, il a des stats qui sont peut-être un poil en trompe-l'œil par rapport à son véritable niveau, encore Hmm. que. Donc il va peut-être baisser un petit peu en régime sur la saison. Mais si c'est un garçon qui finit à 25, je sais pas, 6 et 6,
bah, des mecs comme lui, il n'y en a pas 36 en fait. Donc, Ok. et je pense que Plutôt c'est un mec confiant. pour lequel les Lakers iront casser leur tirelire. C'est important aussi d'avoir des joueurs qui sont appréciés dans une franchise. Salut Nico Harrison. Il est possible que les gars soient prêts à aller aligner les bifetons pour le garder à la fin de la saison. Toi, attends, Yana, après je te lance. Mais toi, du coup, Max, tu lui mets quand même tu lui mets une bonne blinde. Là, quand si t'es dans le board des Lakers, tu vas discuter machin. Bon, allez, Austin, on sait que tu vas pas prendre ta player à 15. On te propose pas le max, mais on te propose quasi, tu vois. Toi, t'es dans cette optique-là? Alors, moi, je suis dans cette optique-là. Ouais. C'est un Ok. garçon qui a quoi, 25 ans, si je dis pas de bêtises 27, À 27. 27, 27. Bon, 27, t'es encore dans ton prime, hein. Donc, tu as Mm. encore 4-5 belles années devant toi. Surtout pour un gars qui est aussi bon techniquement. Il joue pas sur son physique, Austin Reeves, hein. Lui, c'est la lecture, c'est le contretemps, c'est le décalage, c'est tout ce qui fait la beauté du joueur, en fait. Donc, il est vraiment pas sur le côté qualité athlétique. Donc, il a encore de très belles années devant lui, Austin Reeves. Ok. Moi, il Et y a il est rarement blessé, mine de rien. Ouais. Austin Reeves, il a percé quand LeBron était blessé. Il était sorti de nulle part. Il était arrivé à ce moment-là. Là, il reprend sa place quand LeBron est pas là, ou alors qu'il se met en retrait, moins créateur, plus finisseur. Et avec les qualités physiques qu'il a, LeBron, et les passeurs qu'il y a, s'il court, il aura le ballon. Mais par contre, sur jeu placé, bah tu le fais jouer un peu en post-up, même si c'est plus trop la tendance, mais tu peux essayer de faire quelque chose d'autre. Voilà, mais tu laisses la création, bah, ou à Luka ou à Austin Reeves. Et après, pour la prolongation, je crois que c'est la dernière année de contrat de LeBron. Après, Ouais, tout à fait. Tout à Tout fait. à fait. donc il y aura de l'argent. Parce que moi, je vois pas les Lakers reprolonger au même tarif LeBron James. Quand on regarde la grille salariale des Lakers, en effet, elle est assez vide à partir de l'année prochaine. C'est-à-dire que tu as Luka qui est voilà, qui est sécurisé. LeBron, il n'y a pas de contrat. Rui Hachimura, il n'y a rien derrière. Austin Reeves, on en a parlé. T'as qui en fait en signé? T'as Jared Vanderbilt à 12 millions. Bon voilà. T'as Jake Laravia à 6 millions. Après, t'as des player options pour DeAndre Ayton, pour Marcus Smart, mais c'est des trucs à moins de 10 millions. Et après, t'as plus rien. Donc, t'as toujours le cas LeBron. La signature est à combien s'il reste aux Lakers, tout ça, ou s'il part faire une dernière pige ailleurs, coucou Cleveland. Mais il y a de la flexibilité envisageable du côté des Lakers qui va dans le sens de signer un gros chèque à Austin Reeves. Oui. Ouais, complètement, ils auront de la marge de manœuvre. Après, on sait que Los Angeles, enfin, il y a un star, enfin, t'as une certaine attractivité, enfin, t'as une énorme attractivité même. Donc, c'est pas un marché qui a du mal à recruter des superstars. Et les mecs, ils ont envie de jouer à LA, ils ont envie de jouer à New York, etc. Donc, c'est sûr qu'ils pourraient faire d'autres choix. Austin Reeves serait à Milwaukee, il serait en Louisiane, enfin, il serait à la New Orleans, etc. Il est évident qu'il le re-signerait parce que t'es vraiment pas certain par la free agency de récupérer des mecs de ce calibre-là. Là, tu peux vraiment te poser la question, mais tu sais, Luka Doncic, il va avoir son mot à dire aussi. Je suis persuadé que c'est un garçon qu'on va consulter quand on va dire, bah, les gars, qu'est-ce qu'on fait d'Austin Reeves, qu'est-ce qu'on lui offre? Bah, vu la complicité qui est en train de se créer entre ces deux joueurs-là, j'ai plutôt tendance à penser que Luka, il va potentiellement, voilà, faire la promo de son pote, quoi. Je le voyais aussi tout à l'heure, j'ai écrit dessus, c'est le meilleur duo de la ligue. Je sais pas si vous avez vu. Ils sont Ouais, ouais, trois ouais, devant ouais, le duo Jokic-Murray. Donc, ça en dit long hein, sur l'alchimie qu'ils sont en train de développer. Elle est folle. Donc, ça aussi, ça peut jouer. carrément, Quoi, tu veux dire carrément. que s'il y avait un NBA Jam là cette année, tu prendrais Ah, moi, je les aime bien tous les deux. Je trouve que c'est vraiment deux joueurs de basket assez exceptionnels. Donc, peut-être que je suis un peu biaisé, mais j'aime bien ce qu'ils font. Et je me suis souvent interrogé sur le vrai niveau d'Austin Reeves. Et à un moment donné, il faut quand même reconnaître ce qu'il est capable de faire. Mais bon, laissons-lui encore un peu de temps. Il y a une saison qui va être encore longue, hein. On est qu'au quart. Il y aura des playoffs à venir où ils seront largement attendus. Donc, Ouais. ça aidera à y voir un peu plus clair encore, je pense, à ce moment-là. Et pour la fameuse legacy de LeBron, il y a peut-être des playoffs à cocher parce que si ça peut bien tourner pour sa legacy, ça peut être intéressant pour lui de faire des gros playoffs. Pour Est-ce que LeBron, ça tu veux te dire? fera... Ouais, pour les Browns, ouais, c'est ça, Yannick, que tu disais. Ouais. Que Ouais, LeBron bah oui. fasse des gros playoffs? Ouais. Et que au moins les Lakers d'amener les Lakers le plus loin possible, enfin au titre pour sa legacy, pour se rapprocher et un peu des débats dans les débats.
Bah, Même c'est non. évident qu'il aura envie de la soigner, sa legacy. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. À quel point il a envie de la soigner? Est-ce qu'il veut la soigner collectivement ou est-ce qu'il veut la soigner individuellement? Donc, ça dépendra un peu de son approche. Moi, j'espère qu'il voudra la soigner collectivement. Bon, de là à parler de titre, je pense que ça va être compliqué quand même. Il y a des équipes qui sont peut-être un poil au-dessus. Mais bon, il y a tellement de talent dans cette équipe-là. Il faut voir Ouais, comment. Et puis, ils sont pas à l'abri de faire un petit trade non plus en février, de faire un mais ajustement qui va bien. On l'a dit, c'est attractif, Los Angeles, etc. ils Donc, vont le faire. Ils vont le faire et t'as quand même un Luka Doncic qui sait aller loin en playoff. Il a été en finale NBA avec LeBron aussi, ouais. Dallas. Tu vois, en Europe, t'as vu ce qu'il a fait. Donc tu vois, Luka, il peut être motivé, tu vois. Et puis Bien sûr. il peut essayer d'avoir le titre MVP et de dire merci à Nico Harrison, tu vois. Tu parlais Mm. de Nico Harrison, il est capable juste pour ça de dire voilà, je veux gagner et bon après voilà quoi, tu vois. Donc Ah non, mais il est capable de tout. On peut pas lui mettre de plafond. On est complètement d'accord là-dessus. Mais si on analyse un petit peu froidement les équipes, aujourd'hui, je les mettrais pas en un Non. en tant que ah non, favori. mais Mais nous sommes Mais ils sont dans la discussion, on est d'accord. Ouais. tu sais que les runs de playoff, ça arrive sur la dynamique. On va parler oui, d'une oui, autre équipe après. L'année dernière, ils ont fait du sale parce qu'ils sont arrivés lancés comme des frelons, quoi, mm, tu vois. c'est Donc ça. Et là, on est sur la dynamique, c'est vrai, de la fin d'année civile 2025. Donc, on prend les infos et les éléments qu'on évoque à l'instant T. On verra tout ce qui se passera évidemment sur la suite de la saison. Le calendrier des Lakers rapidement avant d'enchaîner si vous voulez les gars. Réception de Phoenix. Après tu pars un petit peu en road trip là. T'as pas mal de matchs à l'extérieur. Déplacement à Toronto. Ça va être un beau choc contre une belle équipe des Raptors même si là c'est un petit peu plus compliqué. avec Déplacement à Ingram, hein, Boston avec Ingram Ingram. contre les Lakers, toujours l'équipe qu'il a drafté. C'est ça. À Boston pour je vais dire le classico, mais pas loin. À Philadelphie. Après, tu reviens à la maison, tu reçois les Spurs, à voir si Wemby est là. Tu repars ensuite à Utah et tu vas aux Clippers. Donc, on va voir aussi sur les déplacements. Là, sur le mois de novembre, ils étaient à 5 victoires de défaite à l'extérieur. On va voir Ouais. comment ça se déroule pour ces Lakers. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme on a dit la bonne surprise et on va les suivre de très près. On va enchaîner. Troisième équipe et on va commencer un petit peu à descendre. Alors pas de niveau, mais en tout cas de questionnement et de compliments. Yannick, c'est ton équipe. En tout cas, c'est celle que tu nous cites depuis un moment. Alors encore une fois, nous sommes qu'en novembre, donc on va pas tirer de conclusion hâtive, Ouais. mais on va parler des Minnesota Timberwolves en équipe peut mieux faire. Le petit Ouais. contexte rapidement et après évidemment bah tiens Yannick je te laisserai la main si tu veux sur les Wolves pour cette fois-là. Le mois de novembre des Wolves un bilan de 9 victoires et 5 défaites. Alors, bilan à l'équilibre et plus qu'à l'équilibre mais voilà on va quand même se poser deux trois questions. 5 victoires une défaite à domicile donc c'est plutôt pas mal. Un bilan à 50% à l'extérieur, 4 victoires, 4 défaites. Un très bon démarrage de mois, 6 victoires en 7 matchs, mais alors après la deuxième partie du mois de novembre est quand même moins bonne. 4 défaites en 6 matchs. Alors, tu perds contre OKC, donc ça arrive à des gens et tu t'es bien battu. Tu perds contre Denver, tu perds contre Phoenix, tu perds contre les Kings. Bon, celle des Kings est particulière, mais celle des Kings et celle des Phoenix est particulière. Et c'est aussi pour ça qu'on a pris cette équipe-là. C'est parce que tu as eu deux gros chocs, en fait, coup pour coup, contre ces deux équipes-là, où tu menais et en fait, on va en parler, mais tu as donné le match, on peut dire ça comme ça quasiment, à tes adversaires. Euh, il y a des problèmes dans cette équipe des Wolves. On a eu des déclats de Rudy Gobert qui étaient sortis je crois que c'était en fin, alors je sais plus si c'était après Sacramento ou après Phoenix, où il parlait de quelle identité cette équipe et son équipe voulait avoir. On va prendre le temps de parler un petit peu de ces Wolves-là. Yannick, on sait que toi, c'est une équipe que tu suis et Ouais. avec laquelle tu nous parles depuis un bon moment. Ça semble être un petit peu compliqué là du côté de Minnesota. Comment tu vois un petit peu tout ça? Mais c'est une équipe qui a l'image de leur franchise player qui est un peu immature. Donc pour moi c'est ça le vrai souci. Et après il y a un autre souci, c'est que le stabilisateur, ben il vieillit et plus qu'un stabilisateur, il joue avec un déambulateur, c'est Mike Conley. Et tu vois, il est plus tout jeune. Donc euh, c'est l'équipe de Anthony Edwards. Anthony Edwards a besoin d'être entouré, a besoin d'être mentoré. Et la question que pose Rudy Gobert n'est pas bête du tout. C'est quelle identité ils veulent avoir.
Est-ce que c'est une équipe qui veut verrouiller le jeu, jouer comme un vrai équipe qui vrai contender, ou est-ce que c'est une équipe qui va rester une équipe poil à gratter? Et là, en fait, ils sont sur la bascule. Pourquoi ils sont sur la bascule? C'est-à-dire que il va falloir qu'ils se transforment en équipe vraiment contender. Un peu comme ce qu'avait fait OKC, ils s'étaient pris une volée en demi-finale de conf, ils se sont fait sortir, ils sont revenus l'année suivante, ils étaient là pour gagner, ils étaient focus. Et cette équipe des Wolves, on a l'impression qu'ils sont pas focus. Pourquoi? Parce que leur leader, il est pas focus. J'adore Anthony Edwards. Ok, il fait des stats. Ok, il est clutch, mais il choisit encore ses matchs. Et il y a des matchs où, ben, il y est pas. Et moi, c'est le truc qui me, l'année dernière, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme en début d'année, et à partir du moment où ça compte, ils sont mis en mode focus, rouleau compresseur, et vas-y que en playoff, on va sortir tout le monde. Mais l'énergie que ça leur demande, ils le payent sur la fin, ils arrivent, ils ont plus d'essence dans le moteur. Donc du coup, c'est une équipe qui va maintenant devoir apprendre à gérer dès le début de la saison comment gagner. Et ça va être une équipe qui va avoir besoin de faire un ajustement, notamment à la main. Et le problème qu'il va y avoir sur cette équipe, c'est que le joueur dont ils vont avoir vraiment besoin, ça devient une perle rare, c'est-à-dire un meneur gestionnaire, pour pouvoir gérer toute cette équipe et faire jouer notamment euh, ce jeu anachronique un peu qu'ils ont avec un Rudy Gobert qui est toujours très difficile à coacher, parce que en saison régulière ça marche, en playoff c'est un peu plus compliqué. Saison régulière, il défend, mais voilà. Toi, Max, ton analyse un petit peu de cette équipe des Wolves, de ce bilan-là sur le début de saison, on va parler plus globalement, même si on est sur novembre, mais qu'est-ce que tu en penses un petit peu? Où tu vois les principaux problèmes et tout ça? En fait, je trouve que le peut mieux faire est un peu sévère concernant les Timberwolves. Si on analyse froidement leur roster et ce qu'on peut en tirer, je suis pas certain qu'ils puissent être bien au-dessus de la position qui est la leur. Ils sont sixième à l'heure actuelle avec 60% de victoire. Et dans cette conférence Ouest-là, je crois qu'ils sont à peu près à la place qui doit être la leur quand on regarde le talent qu'ils ont. Donc, ils ont un franchise player qui, en termes de talent, justement, est exceptionnel, c'est Anthony Edwards, qui est un peu sur courant alternatif depuis le début de la saison. Et c'est là où on peut être un petit peu déçu, parce qu'il a vraiment été en dents de scie. J'ai même fait un papier il y a quelques jours, et bien sûr, depuis que je l'ai écrit, bah, il est nul. C'est Julius Randle qui avait pris les clés du camion et qui avait fait un excellent mois de novembre. Il avait très très bien Oui. démarré. C'était vraiment lui qui avait les meilleurs stats, le plus gros impact. Il était très très polyvalent. Depuis, il a un petit peu baissé en régime, mais il va revenir parce que c'est vraiment c'est comme ça qu'il fait chaque année en fait. Julius Randle, il a vraiment des hauts, des bas. Il marche vraiment à la confiance ce garçon-là, et on le connaît. Mais pour le reste, Rudy Gobert, c'est pas le Rudy Gobert d'il y a 2 ou 3 ans. C'est un garçon qui est en train de décliner un petit peu, même si je trouve qu'il est toujours mal utilisé. Enfin, moi, je pense que depuis qu'il arrive en NBA, il est mal utilisé. Et on pourrait en tirer un petit peu plus. Jalen McDaniels, il est un peu stagnant. C'est peut-être lui qu'on aura envie de voir évoluer, progresser. Dante DiVincenzo, ça reste Dante DiVincenzo. On n'est pas en train de parler d'un joueur majeur. Il est dans le 5, mais un peu par défaut, personnellement, je trouve. Je préfère le voir en feu follet, un peu pour mettre le feu en sixième homme ou off the bench. Et puis derrière, c'est quand même limité. Et Mike Conley, voilà, il est complètement sur la jante. Donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve que finalement, le début de saison, il est honorable. Et ce que tu disais, en fait, Yaya, c'est que ils se sont exprimés sur le sujet. En fait, Chris Finch en a parlé. Anthony Edwards en a parlé. Le problème du meneur, alors, ils ont Rob Dillingham qui a un peu de mal, visiblement, à vraiment éclore. Il a été drafté l'an dernier, mais pour l'instant, ça reste un joueur de complément. Il pense vraiment repositionner Anthony Edwards sur le poste de meneur. On le voit de plus en plus. Les Shea, les Luka, etc. C'est des garçons qui sont avant tout des scoreurs. On n'est plus trop sur une tendance de meneur gestionnaire. Et c'est pas visiblement ce qui est envisagé par la franchise. Donc, à voir ce qu'ils feront avec le temps. Mais c'est ce qu'ils ont évoqué. Et Anthony Edwards lui-même l'a dit, il faut que je monte la balle, surtout en fin de match. C'est moi qui dois la prendre. Au lieu de la récupérer plus tard dans la possession, je dois la monter pour enlever la pression de mes coéquipiers. Et ça, moi, ça me plaît. Je pense qu'il a complètement les aptitudes pour le faire. C'est pas encore un passeur élite, mais c'est un garçon qui est capable quand même d'impliquer un peu ses partenaires. Mais il peut progresser là-dessus, il a la marge de progression. Et
les 2 dernières années, moi, j'ai quand même eu le sentiment que les Wolves ont vraiment maximisé leur potentiel. C'est pas facile de rester au même niveau de maximisation de potentiel, si je peux le dire comme ça. Ouais. Voilà. Bonjour. Alors moi, en fait, dans le sens meneur à côté de lui, c'était vraiment pour le driver, j'ai envie de te dire, tu vois, parce que si on te parle d'un joueur immature, tu penses tout de suite à Anthony Edwards. Tu vois ce que je veux dire, c'est que Oh, euh, t'en as d'autres, hein. Ja Morant, tu peux en ouais, citer non, non, mais quelques-uns, hein. c'est plus un joueur, Ja Morant, mais Parfois, c'est sa fraîcheur, hein, qui passe pour de l'immaturité, mais il a aussi une certaine fraîcheur qui ouais, tu vois, sa façon de répondre du tac au tac, d'être un peu sans filtre, etc. Ça peut être vu comme de l'immaturité, ça peut être vu aussi comme un côté un peu, Te je sais pas provoque. moi, il casse un peu les codes, tu vois. ouais, Il est moins dans le côté très politisé, très lisse, etc. Qui nous gave en tant que journaliste. Hein. Moi, j'adore Vinny Edwards comme client. Hein. Typiquement, j'adorerais l'interviewer. Mais je comprends ce que tu veux dire par immaturité. Avec ce qu'il réalise depuis 2 ans en playoff et tout, ça me semble un peu sévère, tu vois. Tu vois, bah, en fait, moi moi, ça, ce que je pense, c'est qu'il lui faudrait un vrai taulier. Julius Randle n'est pas ce garçon-là. Mais non, j'aimerais bien le voir avec tu vois, un vrai taulier, un mec. Mais tu vois, Mike Conley il y a 10 ans ou il y a 5 ans. ouais, Ça, je trouve que c'est pertinent. Là, ça devient compliqué pour un mec comme lui de vraiment chaperonner Anthony Edwards parce que sur le terrain, il y est plus, quoi. Mais je te rejoins de ce point de vue-là. Un mec qui vienne un peu le chaperonner, quoi. ouais, pas forcément un gros joueur, mais un vétéran d'expérience. Respecter, ouais, voilà, Ouais, exactement. Ouais, ouais, ah, mais complètement, complètement, et un peu mentor. ouais. C'est voilà. Alors effectivement, ce sera peut-être justement sur un autre poste et le faire basculer sur le poste de meneur, même si aujourd'hui le poste de meneur n'est plus le poste de meneur qu'on a connu avant. C'est voilà. Après, moi je suis pas sûr qu'en pick and roll avec Rudy Gobert, je vois pas le truc, tu vois. Faire jouer Rudy Gobert, je le vois pas en tant que meneur faire jouer Rudy Gobert, tu vois. Non, mais c'est pas évident de faire jouer Rudy Gobert sur pick and roll si jamais il récupère le ballon poste haut. En termes de lecture, il y a Ouais. mieux. Mais après, on connaît ses qualités. Il faut arrêter de fantasmer sur des qualités offensives qu'il n'a pas forcément et qu'il n'a pas forcément développées non plus. Il faut l'utiliser sur ce qu'il sait faire. Il y a des choses qu'il sait très bien faire. Donc, Quand tu vois ça, c'est comment un il est plus, quoi. sorti quand tu vois comment il est sorti de Cholet et ce qu'il est capable de faire maintenant, Ouais, bien sûr, bien sûr. big respect au et Énorme big respect. respect. Ouais, Qui aurait pu l'imaginer gagner 4 fois le Defensive Player of the Year Award? Personne. ouais, ouais, tout à Donc, fait. Après, il est vachement moqué parce que mais on lui a donné ses contrats, hein, il a rien volé. Hein. et puis ah ouais, il les a mérités, il les a mérités, voilà. Après effectivement, il aurait été dans la NBA de fin des années 2000, mais c'était un mutant à cette époque-là. Maintenant, dans la NBA post Warriors, c'est plus compliqué. Ouais. Pour revenir un petit peu là sur ce que vous dites depuis tout à l'heure, les gars, moi j'avais une question. Juste un petit chiffre là, comme ça, pour aussi mettre en avant notre côté peut mieux faire. Je sais, alors j'entends ce que tu dis, Max, sur ton analyse et je la respecte, mais c'est vrai que on l'a mis là aussi parce qu'on voulait parler de ces deux chokes là qui ont été coup pour coup, donc qui nous ont vraiment marqué. Juste un autre chiffre sur. Alors ils ont eu un match là dernièrement contre Boston où ils l'ont emporté, mais avant la victoire contre Boston, les Wolves ont joué 8 fois contre des équipes qui étaient à plus de 50% de victoire. À chaque fois, ils ont perdu, excepté du coup Boston là où ils ont gagné pour le voilà. Boston qui est un bilan supérieur à 50%, mais pas non plus, ils sont pas à 12-1, tu vois. Mais le chiffre fait mal. 8 matchs à plus avec des équipes, on va dire, avec un bon range, à chaque fois tu perds. Alors, tu perds, comme je disais tout à l'heure, quand tu joues contre Ouais. OKC, tu te bats bien. T'es peut-être une des équipes qui a le plus emmerdé, excusez-moi la phrase, le Thunder sur ce début de saison-là. Ça t'empêche pas de perdre. Moi, la question que je voulais aborder avec vous pour clôturer un petit peu ce débat Wolves, si vous voulez bien, avant qu'on enchaîne sur la dernière équipe, est-ce que on continue à maintenir Chris Finch dans l'équation ou, comme on peut entendre et voir à droite à gauche, bah, faut peut-être un petit peu de renouveau pour donner de l'allant à un collectif qui, bah, comme vous le disiez, autour de Julie Trundle, qui est peut-être un petit peu son alternative de temps en temps.
Qui Vas-y. veut se lancer? Juste une stat que je vous donne, le net rating des Wolves, ils sont 9e en NBA. Ils sont à +5 de net rating. Donc, ils perdent des matchs, mais ils sont quand même souvent dans les matchs. Donc, des fois, Ouais. après, la pièce, elle retourne d'un côté, de l'autre. Bon, ça, c'est Ouais. des choses qu'on maîtrise pas toujours. Enfin, on les maîtrise, mais en tout cas, on peut échouer. Mais ça situe un peu quand même leur saison, juste pour amener un peu d'éclairage sur leur bilan jusqu'ici. Moi, Chris Finch, si tu poses la question, je trouve qu'il fait un travail admirable depuis qu'il est aux commandes de l'équipe. Qui aurait parié il y a 2 ans sur les Wolves en finale de conférence? Alors l'an dernier, ils ont un parcours qui a été un peu facilité parce que les gros se sont mangés entre eux. Ils ont eu la meilleure partie de tableau, clairement, pour finir en finale de conf, mais il faut toujours le faire. Bah, Et ils ont puis, sorti les il a quand Lakers même... quand même. Ouais, alors des Ils Lakers sont qui s'est pas mal un sixième. peu sur la jante. Ouais, Non, mais mais faut quand oui, ils les sortent, mais les Lakers, ils avaient un Luka qui était en vrac. Ils sortent aussi les Warriors qui ont Curry qui est blessé dès le premier match. Bon, Mm. ils ont eu un chemin un peu plus facile. Ils auraient affronté les Nuggets, OKC ou les Clippers. Je sais pas si on les aurait vus au-delà du premier tour. Bon, ça, on fera pas l'histoire. Mais Chris Finch, c'est aussi un garçon qui a réussi à intégrer complètement un mec comme Julius Randle, qui a réussi à réinventer un peu son basket. Quand tu vires 4, tu prends cette décision-là qui est très forte, très structurante au niveau de la franchise. 4, c'était un peu l'icône depuis 7-8 ans qu'il était là, 8-9 ans même, hein, je crois qu'il est de 2015. Il arrive en 2015. Ouais. 2015. Donc ça, c'est des choix très forts. Et derrière, il faut les assumer et il faut réussir dans ce pari-là. Et il y est arrivé. Il a instauré un basket tall ball en signant Rudy Gobert juste avant. Enfin, c'est un mec qui fait des choix très forts et qui les assume parfaitement derrière. Donc, comment lui tirer dessus, c'est compliqué. Comment faire mieux que ce qu'il a fait jusqu'ici? Moi, je pense que alors, tu parlais de rating. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, dans une NBA qui court beaucoup, si tu veux, ils sont le 16e en termes de rythme, en termes de possession par match. Est-ce que ce serait pas justement avec un coach qui les fait encore plus courir, tu vois? Et j'ai peur que, tu vois, du côté de Minnesota, ça s'impatiente et que ça passe pas le palier, parce que ils n'ont toujours pas été en finale NBA dans toute leur histoire, et ils vont Ouais, vouloir. ils sont nombreux comme ça, hein. Bien Ouais, sûr. mais oui, oui. Mais même les Clippers ont eu un titre. Pas à Los Angeles, mais ils ont eu un titre il y a, on n'était pas nés. Mais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je pense que, euh, est-ce que il a pas tiré le maximum de ce qu'il pouvait faire de cette équipe et que, ben, il y a peut-être des coachs qui sont en attente, qui peuvent, tu vois, faire quelque chose. Je dis pas cette saison. Je dis plutôt, cet été. Faire Moi, un changement. je trouve dur avec les Wolves, avec Chris Finch. Le gars, il Moi, je, arrive, il a une idée, il a une vision. Il fait venir Rudy Gobert, il fait du tall ball, il est en finale de conférence. Il se dit, je vais changer ma star. Je vais faire venir un autre joueur qui est plus ou moins décrié à New York. Je lui donne une seconde vie. Et franchement, ce qu'il fait, Randle aux Wolves, c'est très costaud. Et il les emmène en finale de conf. Franchement, le roster, il paye pas de mine. Enfin, pas qu'il paye pas de mine, mais il te fait pas rêver, quoi. Qui met les Wolves parmi les favoris? Personne les met en contender. Bah si, Yannick, Tu les mets en depuis 2 ans contender, là. au titre, pour le titre? moi, je les vois en finale. Tu vois, sur un. Bah, en fait, le truc, c'est que et- j'ai tellement de respect pour Anthony Edwards que je le vois tellement être capable de dinguerie, mais je le vois faire un run de malade en fait. Et l'année dernière, moi, je les avais mis en finale NBA et je les avais mis pour le titre l'année dernière, ouais. Ah ouais, d'accord. Bon, Mais ça explique euh, pourquoi tu étais aussi exigeant, du coup. Ouais, je comprends mieux, ouais, d'accord. euh, moi, en fait, tu vois, quand on voit que Anthony Edwards, il est sur presque 29 points dans une NBA actuelle, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour lui monter encore un peu plus son scoring. Et je sais pas si c'est possible avec Chris Finch. Après, j'avais les mêmes choses avec Denio, tu vois, parce que t'as pas gagné. À partir du moment où tu as pas gagné, bah c'est compliqué en fait. T'as toujours parce que une fois que t'as l'aura de la bague, bah ça y est, t'es validé, t'as le saut qui est validé. Donc cette année C'est pour pas moi ça va être suffisant, hein. Il y a des gens comme ça, comme Frank Vogel, qui ont été sacrés, mais qu'on n'a pas revu derrière, qui sont...
Et t'en as d'autres qui... il a coulé au Suns. Enfin, ouais, ça te donne un statut, mais c'est pas pour autant que derrière tu fais des miracles en fait. C'est pas un gage de Ouais. réussite derrière en fait. C'est ça qui est marrant avec le sacre, c'est que ça te garantit pas du tout d'être un bon technicien derrière. Il y a que les meilleurs qui réussissent à réitérer la chose, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, Donc, ouais, tout à fait. Tout à mais fait, non, mais je comprends que tu as une petite frustration par rapport au potentiel d'Anthony Edwards et ce qu'il pourrait peut-être faire de mieux pour amener la franchise encore ouais. plus haut au dernier step. Mais tu sais, les Wolves cet été, ils ont perdu Nickel Alexander-Walker. Je sais pas si vous voyez la saison qu'il est en train de faire aux Hawks. Bah oui. Moi, j'aurais jamais cru que ce mec-là pourrait faire des cartons pareils à Atlanta. Et il est en train de les transfigurer. C'est lui, hein, finalement, la recrue de l'été, c'est Nickel Alexander-Walker. C'est pas Kristaps Porzingis, quoi. Et donc, il y a aussi ça à mettre dans l'équation. C'est cet été, ils sont pas renforcés. Ils ont des mecs qui sont encore plus vieux. Coucou Mike Conley et Rudy Gobert. Et ils ont perdu leur meilleur asset sur la ligne extérieure, excepté Anthony Edwards. Donc, pas simple Bah, de garder un niveau de standing comme celui de mm. l'an dernier du côté du Minnesota. Bon. Ah, mais En complètement. tout, mais en tout cas, c'est bien. On n'est pas nécessairement d'accord sur tout ça. Alors, je pense que en fait, Max, il est pote avec Chris Finch parce que quand tu étais à Phoenix, t'as dû aller faire un petit détour à Minnesota. T'as été mangé, tu t'es fait une bonne gamelle avec lui, t'es devenu copain, tu vois. Et du coup, maintenant, tu peux plus dire de mal de Chris Finch, tu vois. Là, moi, j'avoue que je suis séduit depuis ouais, 3 ans par ce qu'il Non. fait, ouais, vraiment. Ouais, ouais, moi, je le voyais pas à pareille fête, en fait. Donc, moi, les mecs qui Et ça, surperforment, je trouve ça toujours impressionnant et c'est à souligner. Ouais. En tout mais cas, en bon. tout cas, voilà. Non, on continuera, on va suivre un petit peu les Wolves, tiens, et le calendrier rapidement. Alors, tu as 2 déplacements aux Pelicans. Les Pelicans qui jouent un peu mieux en ce moment, donc Ouais, ouais. ça joue un peu mieux, mais bon, c'est à prendre. Ensuite, tu reçois les Clippers, tu reçois Phoenix, tu vas aux Warriors, on va voir quels Warriors tu vas, et tu reçois Sacramento. Donc, tu as à boire et à manger là-dedans, mais si tu veux te relancer, faut au moins prendre 50% des matchs. 60 Ouais, peut-être, tu peux mais en prendre. Mais ils tu vont peux en en prendre. prendre. Tu vois. Ils vont en prendre, ils vont dresser la Il faut barre. Le match espérer. qu'ils ont fait à OKC, ils le perdent, mais ils sont pas Ouais. loin. Ça se joue pas à grand chose. Il y a des très bonnes choses dans ce qu'ils font et ça devrait prendre forme. C'est incroyable. Tu parles des Pelicans qui adressent la barre. Hier soir, ils ont pas de chance. Ils perdent sur le parquet des Lakers. Ils sont à 50% au général, 50% à 3 points et ils ont que 8 pertes de balles et ils arrivent à perdre. Donc, Ah ouais, oui, du ok. mieux. Ça gagne pas encore. Et aussi, ils vont peut-être prendre quelques matchs. Ouais, C'est mais ça. Les Pelicans, on sait très bien que, tu vois, leur stade, enfin, c'est sur un cimetière indien, tu vois, ils ont pas de bol. Eux, c'est l'équipe qui a pas de bol, quoi. Ouais, va falloir souhaiter d'avoir un bon choix de draft. Moi, j'aimerais bien qu'ils en récupèrent un encore pour relancer la franchise une nouvelle fois. Quand ils ont eu des numéros 1 de draft, regarde ce qu'ils en ont fait, tu vois. Donc, J'avoue, Zion, compliqué. Anthony je sais plus Davis? si Anthony Davis. Alors, ouais, voilà, tu vois, il y a eu du monde qui est passé par là. Mais bon, bref. Sûr. Euh, on va parler du cancre. On aurait pu prendre les Pelicans, ça aurait fait une magnifique transition. Mais en tout cas, c'est pas cette équipe-là qu'on a choisi pour ce mois-ci. On va parler un petit peu de Brooklyn, de l'autre équipe de New York, pour faire plaisir à Yannick. New Jersey. Alors, les New Jersey, voilà, j'attendais que tu le dises. Cette équipe des Nets de Brooklyn, alors en novembre, le bilan est voilà, catastrophique. 3 victoires, 11 défaites. C'est pas le pire bilan du mois de novembre de toute la NBA. Mais bon, en fait, on avait presque l'embarras du choix dans les cancres, mais on a choisi Brooklyn, parce qu'on en parlera peut-être certainement plus de la saison. C'est les Euh, Pacers, non? C'est pas les Pacers qui ont fait le pire ouais, mois je de... pense. Ouais, t'as Utah qui est dans le truc. J'ai plus le tableau, mais Ouais, 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 ouais. tu dois avoir Indiana, même s'ils en ont pris un ou deux, mais oui, oui, ça doit être Ah, mais un début 10 décembre, ou je crois. ouais. Ah oui, début décembre, Ouais, donc peut-être. c'est début décembre qu'ils ont pris leur nation. Oui, le match de Siakam là contre Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, donc les Nets 0-7 à domicile, ah, magnifique. 3 victoires, 4 défaites à l'extérieur. Les victoires au mois de novembre, donc c'était à Indiana, on en parlait à l'instant, c'est à Washington. T'es pas sur le haut niveau de la ligue et tu vas gagner un match à Boston. Bon, ok. Cette équipe des Nets, c'est la pire équipe NBA en attaque, c'est la pire équipe NBA en points en contre-attaque, en points dans la peinture, au rebond, c'est une catastrophe. Bon, bref. Je sais pas si tout est acheté dans cette équipe des Nets, mais tiens, Yaya, parce qu'on a comme ça, on fait 2-2 sur la répartition au démarrage. Cette équipe de Brooklyn, c'est quoi? C'est un poulet sans tête? C'est une équipe qui n'a pas de projet, pas de fond de jeu, ou alors on est trop dur avec eux et c'est une équipe qui a du potentiel autour d'un coach Jordi Fernandez qui fait que ce qu'il a et en fait il se débrouille tant bien que mal dans une NBA qui est quand même tous les soirs très compétitive. Bah, en fait, c'est un projet qui est difficilement lisible. Dès qu'ils arrivent un petit peu, en fait, je vais faire une analogie de sport. C'est un peu comme les Jets en football américain, c'est-à-dire que c'est compliqué.
il y a un peu d'espoir, hop, ça retombe tout de suite. Le problème, c'est que ils sont dans une ville où ils ont besoin euh, d'attirer la lumière, donc il faut qu'il se passe quelque chose. S'il se passe, donc il faut qu'ils réussissent et très vite. Et dès qu'il y a un peu de joueurs qui performent, ils sont tout de suite mis en avant pour pouvoir être tradés et faire quelque chose. Donc le problème, c'est que après, j'arrive pas à voir la politique sportive. Tu vois, à la draft, ils ont drafté que des meneurs. Alors, on pourra parler vite fait de Nolan Traoré, on va parler vite fait, hein, parce que il a Ouais, mais tu beaucoup vois, joué, donc, moi ça me fait penser un peu, tu vois, ils essayent de dupliquer, on dirait, ce qui a marché à OKC, où ils ont accumulé des tours de draft, accumulé des joueurs qui passaient. D'ailleurs, Théo Malédon a été sacrifié par OKC. Et regarde maintenant, il revient en Europe et hop, il est au Real Madrid. C'est à mon avis, on l'a pas mis dans les meilleures dispositions en NBA. Là maintenant, on fait Nolan Traoré, il est dans la même situation quoi. Et on sait très bien que les meneurs, ils ont pas 50 000 ans, ils ont un an pour performer, pour se montrer. Et moi, ça me pose question par rapport à ça. Et ensuite, ben, c'est l'équipe qui est là pour l'instant pour faire le nombre, pour essayer de mettre en avant certains joueurs. Une fois qu'ils sont là, on les trade pour récupérer d'autres joueurs et essayer de monter l'équipe petit à petit. Eux, c'est road vers le premier shot draft, quoi, tu vois. donc, toi, Max, alors, Ouais. vas-y. Non, mais je pense que c'est tout ce qui joue cette année, de toute façon, et on le sait. Je pense que Brooklyn ne joue que la loterie, et on le comprend complètement. Ils auraient tort de pas jouer ce jeu-là. Ils ont rien à espérer avec ce roster, de toute façon. Mais en fait, tout n'est pas acheté non plus. C'est ça aussi qu'il faut, je pense, avoir en tête par rapport aux Nets. Il y a des joueurs qu'ils ont fait grandir, qui se sont fait un nom. On peut penser à Cam Thomas, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de, de courtisans cet été. Mais bon, il a signé pour un an. Il sera free agent l'été prochain, et voilà, il ira au plus offrant, et c'est très bien. Mais il y a quand même des garçons qui sont arrivés. Il y a Michael Porter Jr. qui fait une très bonne saison d'un point de vue statistique. Alors, il gagne pas de match, hein, c'est certain, mais il est là, il a 24 points de moyenne. Et puis finalement, il est peut-être encore plus haut que ce qu'on avait imaginé, parce que c'est un garçon qui a été toujours très frustrant du côté des Nuggets, toujours sur courant alternatif, et qui nous a, enfin moi, qui m'a souvent agacé, parce que j'aime bien cette équipe-là et j'aurais aimé qu'elle ait plus de succès encore. Mais je trouve qu'il s'épanouit à Brooklyn, et c'était pas gagné d'avance. Et c'est jamais simple de se retrouver quand tu passes d'une équipe qui joue au basket, qui a été jusqu'au sommet, de se retrouver un peu dans les bas-fonds à jouer avec des gamins qui sont pas encore prêts pour la NBA. Il faut quand même être capable de le faire, et mine de rien, c'est ce qu'il fait. Donc bravo à lui. Donc ça, c'est plutôt un bon point, parce que c'est un joueur qui vont pouvoir développer, sur lequel, enfin, continuer de développer, et surtout s'appuyer si demain il y a vraiment, ils arrivent à toucher le fond et à rebondir, ce qu'on leur souhaite. Pour le reste, il y a un rookie qui est en train de faire de très bonnes choses aussi, c'est Egor Demine. Il a eu un petit Mhm. peu de mal à se lancer. Dernièrement, il est bien mieux. Et je trouve que c'est assez encourageant ce qu'il est en train de faire malgré son jeune âge. C'est ce qui ressortait, hein. Prix draft, on savait que c'était un joueur qui aurait besoin de temps. Mais au final, je me demande s'il n'est pas un poil en avance sur les ordres de passage. Déjà, on l'a vu mettre 23 points, je crois, avant-hier ou hier, je sais plus, et sortir presque son meilleur match de la saison. Donc, bon, c'est sûr que la stratégie à la draft, elle est un peu illisible. Ils ont pris que des meneurs, on se demande pourquoi. Après, ils n'avaient pas de très bons choix de draft non plus. Ils n'ont pas été très inspirés, mais ils n'étaient pas non plus très bien placés au regard du bilan qui était le leur. Ils n'ont pas eu de chance à la loterie. Donc voilà, là, ils jouent ça. Ils espèrent être dans le top 5, top 3, top 4 en juin, enfin, en mai prochain. Et ils n'ont que ça à espérer cette saison. Donc, à suivre. Mais Ok. oui, déçu pour Nolan Traoré, par contre, une petite parenthèse, c'est quand même, Oui, bon, je crois, leur choix le plus haut placé derrière Igor Demine, et il a joué 4 matchs pour l'instant. Il est envoyé en c'est G ça. League, et c'est décevant. C'est décevant. Alors, Surtout dans une équipe qui joue rien. il performe bien en G-League, hein. Mais Ouais. bon, ça reste la G-League. Mais oui, 4 matchs là en sortie de banc avec du temps de jeu famélique. Alors, il a eu un 20 minutes. J'ai noté, c'était contre Houston. Alors, j'ai pas vu si c'était en garbage time, tout ça, mais il y a eu ces 20 minutes-là. Mais tu as eu un des matchs où il a fait moins de 2 minutes, tu vois. Donc, en gros, sur les 8 minutes en moyenne de temps de jeu en 4 matchs, c'est biaisé parce que tu as un match où il fait 20 minutes. Donc, déjà, tout de suite, dans la moyenne, c'est pas dingue. Euh, bon, après, il a pas de temps de jeu, donc c'est compliqué de scorer, de faire des stats, mais sur les 4 matchs, tu as 2 matchs où, en fait, la ligne de stats, elle est à 0-0-0-0, tu vois. Donc, c'est compliqué. Compliqué Et pour inattendu. Traoré.
Et un peu inattendu aussi. Qui pensait qu'il jouerait si peu dans ce contexte-là? Franchement, c'est un garçon qui a passé un an Bah, en Betclic on- Elite, quoi. ouais, mais à partir du moment où tu avais déjà drafté Igor Demin plus haut, je crois que c'était pas huitième Igor Demin, et que Si, après c'est t'as le seul qui drafté est plus aussi, haut. Et c'est ça? 19, Nolan Traoré, ouais. Ouais. Après, t'as drafté Ben Saraf aussi, alors Ouais. qui joue pas grand-chose, mais qui joue aussi. Donc, en fait, tout de suite, les questions sont arrivées autour de Nolan Traoré. Il a peut-être pas eu non plus les opportunités qu'il fallait pour pouvoir se montrer. C'est un sujet compliqué. Moi, juste rapidement sur Michael Porter et Cam Thomas. Moi, j'entends ce que tu dis, mais moi, pour moi, c'est des joueurs un peu trou noir. C'est-à-dire que tu vois, dès qu'ils ont le ballon, en fait, tu le vois plus le ballon. Parce qu'ils vont le garder, ils vont shooter. Alors, quand ils sont dans des bons soirs d'adresse, et ben, t'as des mecs, voilà, ces mecs-là, ils vont te faire des perfs au scoring et bravo à eux. Mais en fait, ça fait pas travailler, ça fait pas briller le collectif. Quand tu regardes, tu n'as aucun joueur de l'effectif qui est à plus de 4 passes de moyenne par match. C'est famélique en fait, tu vois. Alors j'ai pas vu tous les matchs des Nets, hein, vous m'excusez, mais de ce que j'ai vu, c'est en fait c'est chacun son tour. À toi, à moi. Cette action-là, c'est moi qui vais avoir le ballon, c'est moi qui vais remonter la balle. Allez, je vais faire une passe, tu vas me la redonner et je vais shooter. Après, ça va être du Claxton, après ça va être du Clooney, après ça va être du Porter Junior, de ce que tu veux. Il y a aucune structure de jeu et c'est ça que je trouve dommage parce que Jordi Fernandez, c'est un bon gars. Je pense que c'est un mec qui a des idées. Et je suis pas sûr non plus qu'on lui donne la possibilité de pouvoir travailler correctement. Alors peut-être il y a un problème d'effectif aussi. C'est un problème à plusieurs inconnus. Mais moi en fait c'est une équipe qui me frustre parce que je pense que tu as des trucs à faire et quand les joueurs majeurs que tu as c'est des mecs qui monopolisent le ballon et qui font des stats pour performer individuellement, moi ça, je trouve ça dommage. Et du coup, bah en fait, ton collectif et ton équipe ne peut pas progresser en fait. Même si c'est une équipe de jeunes, bah si les jeunes ils ont pas le ballon, bah ils peuvent pas progresser en fait. Mais en fait, le truc, c'est que à terme, tu vois, là, c'est le début de saison encore, hein. Mais Oui. une fois que ce sera, tu vois, que Noël, enfin, les fêtes de fin d'année seront passées, bah, il va pouvoir faire des coupes dans l'effectif. Et déjà, bah, il y en a peut-être qui vont être candidats à être tradés parce que qui vont être demandés. Il y en a qui vont demander des buyouts peut-être. Euh, il va pouvoir faire son collectif et faire une base un peu comme ce qu'avait fait Kenny Atkinson. Parce qu'on oublie, mais ce qu'avait récupéré Kenny Atkinson, c'était une équipe pareille. Et alors, il avait juste Brook Lopez dans son effectif, je crois encore. J'arrête Et aussi. pardon. Ouais, Jarrett Allen J'arrête aussi. Allen. Ouais. Ouais, Jarrett Allen, ouais. Et donc du coup, tu vois, il a pu créer son effectif petit à petit avec. Alors ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça avance quoi, tu vois. Donc il va peut-être pouvoir faire ça en deuxième partie de saison, montrer que il va faire quelque chose. La seule chose, c'est qu'il faut les laisser travailler parce que tu vois, regarde le projet qui est dit Atkinson. Derrière, on le coupe pour mettre Steve Nash parce que on récupère on va faire venir des stars et ça marche pas. Il y a pas de continuité. Donc les Nets, pour moi, c'est ça qu'ils doivent mettre en avant, quoi. Tu vois, c'est une continuité, c'est travailler dans la durée. Et effectivement, là maintenant, ben ils peuvent pas descendre, ben qui continuent à travailler, mettre des joueurs sur le parquet, des jeunes. Euh, Tu parlais qu'il y avait pas de structure de jeu, que c'est à toi à moi. Ben effectivement, là tu draftes des meneurs parce que ça manque de meneurs. Ben du coup, tu mets des meneurs et tu leur donnes un vrai rôle et avec des pouvoirs dessus, tu vois. Et à terme, les joueurs qui effectivement monopolisent la balle, ben tu vois, tu as des possibilités de trade parce que Mm. malgré tout, des scoreurs, il y en a partout dans la ligue, des scoreurs élites. Je suis pas sûr. Un Michael Porter Jr., je pense que ça peut intéresser d'être une troisième option pour un contender. En fait, ce qui nous perturbe dans le projet de Brooklyn, c'est que ça fait 3 4 ans qu'ils sont dans l'année 1 de leur projet de reconstruction, en fait. C'est ça, en fait, qui nous perturbe. C'est qu'on voit pas d'évolution. Et là, on a l'impression qu'aujourd'hui, en 2025, ils en sont toujours comme s'ils étaient tombés hier et qu'ils commençaient seulement à se relever. Mais en fait, ils tardent à construire. Et quand je parle de Michael Porter Jr., j'en parle pas pour en faire un go-to guy ou un franchise player. Moi, j'en parle pour épauler des mecs que tu ferais venir demain parce que ça reste New Mm. York et c'est attractif. Parce qu'ils auront peut-être aussi la chance de taper un premier choix de draft en 2026 ou en 2027. Donc, pour moi, c'est des assets que tu peux avoir sur la durée. Cam Thomas, c'est une monnaie d'échange.
Bon, là, ils pourront plus parce que je crois que son contrat se termine cet été, comme je le disais, donc c'est un peu différent. Mais ce qui est frustrant, c'est qu'ils n'arrivent pas à se construire ces soldats-là pour pouvoir accompagner demain peut-être le franchise player qui pourrait accueillir, etc. C'est là où ils peuvent être frustrés. Après, pour le reste, honnêtement, ils jouent juste la draft, donc bon, on n'attendait rien des Nets. Ok. Oui. Bon, après, Alors, il y a juste une ouais, chose, Max. vite fait, Yannick, parce que là, on est sur une Ouais. grosse émission. Il y Non, a non, encore la non. chronique d'Eliott. Hein. Ouais, non, c'est juste pour dire que Brooklyn, c'est pas New York. New York, ça reste les Knicks, s'il te plaît. Donc, on est une émission sérieuse ici, donc Ouais. s'il te plaît. Mais c'est le marché new-yorkais, qu'on va dire. Allez, au sens large. Ouais, c'est ça. Bon. C'est plus facile au Canada que dans le Mais Wisconsin. bon, oui, après Brooklyn, on les a mis en cancre, pas pour rien non plus. Donc voilà, mais on a pris du temps pour en parler. Peut-être la seule fois de la saison qu'on en parlera, mais en tout cas, ça a été fait. Vite fait, le calendrier de Brooklyn. Tu reçois Charlotte, tu vas à Chicago, tu reçois Utah, tu reçois les Pelicans, pardon, New Orleans. Tu vas à Dallas, tu reçois Milwaukee, tu reçois Miami. La deuxième quinzaine de décembre, peut-être un petit peu plus compliqué, mais bon, tu peux aller prendre des matchs. Là, le Charlotte, Utah, New Orleans, t'as peut-être aller moyen. Tu peux peut-être aller en gratter un, voire deux sur une réussite. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit l'objectif, comme on disait, des Nets cette saison. On a fait le tour de nos 4 équipes pour ce mois de novembre-là. Avant de retrouver la chronique d'Eliott dans quelques minutes, promis, on va élire nos délégués. Surtout, Max, tu vas élire tes délégués, les délégués de The Playoff pour ce mois de novembre 2025. On rappelle pour ceux qui nous découvrent peut-être, tous les mois, donc on propose 5 joueurs par conférence. L'idée, évidemment, c'est de donner pour nous, en tout cas, le joueur le plus impactant. Alors, c'est pas celui qui a fait peut-être les meilleures stats ou la plus grosse perf. C'est celui qui a été, donc du coup, pour toi, Maxime, le plus impactant dans son équipe ou dans la ligue pour ce mois de novembre qui vient de s'écouler. Alors, dans la conférence Ouest, pardon, on va y arriver. Les 5 noms qu'on t'a proposés, j'espère qu'on a les mêmes. On a Austin Reeves, on a Shai Gilgeous-Alexander, on a James Harden, on a Kevin Durant et on a Nikola Jokic. Sur qui ton choix s'est-il porté, Maxime? Et pourquoi? Rapidement. Ouais, je vais sur SGA en fait. Je vais sur SGA, ça peut paraître un peu facile, c'est le meilleur bilan, c'est le MVP, c'est le champion en titre, mais en fait, je trouve que ce qu'ils réalisent est époustouflant. Ils le font sans leur deuxième meilleur joueur, en tout cas supposé, Jalen Williams. C'est ce qu'ils ont fait sur le mois de novembre, parce que je crois qu'il a joué 3 matchs, si je dis pas de bêtises, J-Dub. Ouais. Donc, c'est vraiment remarquable. Il y a eu aussi d'autres blessés. Hartenstein a raté des matchs. Enfin bref, c'est pas le seul. Caruso aussi. Donc, ils ont réussi quand même à s'adapter. Ils sont plus forts, j'ai l'impression, que l'an dernier. Ils sont sur des bases incroyables. Je crois que c'est la 4e équipe à démarrer 20-1 dans l'histoire de la ligue. Ils sont clairement en course pour aller essayer de chatouiller un peu les records des Bulls ou des Warriors de 73 victoires. Donc, bravo à eux. Et puis surtout, SGA, il est encore monumental. C'est-à-dire je crois qu'il marque 32-5 contre 32-7 l'an dernier, mais il joue un poil moins. Et il C'est est ça. bien meilleur au shoot, au général, bien meilleur à 3 points. Enfin bref, il excelle, il dégage une impression de facilité qui est absolument déconcertante. Il y a encore, je sais pas combien de matchs où il met pas les pieds sur le terrain dans le 4e quart-temps. Donc, je trouve que l'efficacité d'OKC et la sienne sont tellement impressionnantes que je ne me voyais pas mettre quelqu'un d'autre en tant que Ça délégué à s'entend. l'Ouest. Ouais. Ça s'entend. Dans la conférence Est, nous t'avons proposé comme choix donc Kate Cunningham, Brandon Ingram, Norman Powell, Donovan Mitchell, Desmond Bain. Quel est ton choix? Écoute, j'aurais bien rajouté Jalen Brown dans l'équation parce que il Tu montrait peux, t'es l'athlétisme l'invité, donc tu as droit. ultime. Tu as droit. Voilà. Non, mais je le mettrai pas, mais j'avais envie quand même de le citer parce que je trouve qu'il fait un début de saison assez exceptionnel et dans le rôle du franchise player, ça me fait plaisir avec Tatum blessé. Qui rappelle à tout le monde qu'il est capable aussi d'être ce joueur-là. Non, j'ai choisi Cade. Alors, on va un peu se répéter par rapport à ce qu'on a dit, c'est dommage. Mais j'en vois pas d'autre que Cade sur ce début de saison, ce qui fait remarquable, on l'a dit tout à l'heure. Donc, ça me Ouais. semblait assez logique. Brandon Ingram aurait pu aussi être cité, ce qu'ont fait les Raptors sur le mois de novembre est absolument étonnant et époustouflant. Et puis j'adore ce qu'il est en train de faire là-bas, c'est-à-dire de devenir la première option naturelle finalement des Raptors. On sait que Scottie Barnes, c'est pas forcément ce garçon-là, c'est un mec qui est plutôt all-around. C'est pareil pour RJ Barrett. C'est des garçons qu'on a du mal maintenant à imaginer comme étant vraiment franchise player, première option en attaque. Mais lui, il est arrivé, il a pris ce costume-là, ça lui va plutôt pas trop mal. Il a été clutch sur des matchs aussi avec des game winners. C'est bien, c'est rafraîchissant et à voir ce qu'il advient des Raptors. On les a vus perdre 2 matchs de suite là. Alors il y en a Mm. un où il se casse un peu la gueule tout seul face à Charlotte. Je pense qu'ils les ont pris un peu de haut avec leur note victoire Mhm. consécutive.
Et puis il y en a un deuxième hier soir où c'est un petit peu le retour à la réalité contre une grosse équipe des Leaks qui a joué sérieusement. Ça fait plaisir. Donc à voir ce qu'ils vont faire là sur les prochains mois, mais j'ai trouvé ça super excitant et ça fait plaisir de voir les Raptors de nouveau au sommet à l'Est. Donc ouais, petit shout out aussi à Brandon Ingram. Même Allez, donc délégué, Kay. Allez. bah allez, Gay Cunningham délégué à l'Est et Shai Gilgeous-Alexander délégué pour la conférence Ouest. Voilà pour cette émission qui n'est pas terminée parce que dans quelques instants donc vous avez trouvé la chronique d'Eliott, mais juste avant on va quand même te remercier Maxime, Yannick également bien entendu, mais Maxime, merci d'avoir été des nôtres Merci pour à vous deux. cette émission. Merci à vous les gars, un vrai plaisir. Et puis bah super taf sur cette émission. J'espère qu'on se retrouvera prochainement pour parler de tout ça et refaire le point sur d'autres actus. Bah évidemment tu es là, t'es chez toi hein, donc j'ai envie de te dire tu t'as la clé, tu rentres et voilà c'est presque nous qui squattons en fait finalement hein, Je depuis suis bien déjà élevé, plusieurs moi, années mais faut qu'on m'invite pour passer la porte, donc j'attends la carte d'invitation. bon merci Yaya. Bah, merci Chris, merci Max, et merci à tous de nous avoir suivis jusque-là, et bonne chronique avec Elliot. C'est ça, donc tout de suite la chronique avec Elliot. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui de son petit voyage à Los Angeles. Donc on va pouvoir enchaîner tout de suite. Donc on vous souhaite en tout cas une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine basket surtout. Et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et tout de suite le petit échange avec Elliot. Allez, ciao. 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 On se retrouve donc pour la chronique Elliot and One dans un format un petit peu différent pour cette fois-ci, avec évidemment Elliot. Salut Elliot. Salut Chris, comment ça va? Bah ça va, je suis ravi de t'avoir, de pouvoir discuter avec toi pour cette troisième petite chronique Elliot and One, donc un petit peu Tout à fait. différent dans la configuration. On rappelle aux auditeurs auditrices peut-être qui découvrent tout ça. Depuis cette saison, tu nous proposes d'une fois toutes les 2 semaines en gros ta petite pastille en direct des États-Unis, où tu es là-bas pour les études en grande partie et aussi pour couvrir le basket et les autres sports pour The Playoff, en particulier le basket, avec l'équipe du Fever en WNBA, mais là c'est la off-season, mais surtout là les Pacers d'Indianapolis pour la saison NBA. Et donc tu nous as proposé 2 pastilles déjà à retrouver sur les précédents podcasts où tu nous racontes un petit peu ton expérience NBA. Et donc là on se retrouve tous les deux pour ce 3e épisode parce que tu as un petit peu quitté les terres d'Indianapolis ces derniers jours. C'est ça. Donc aux États-Unis, pour ceux qui savent, il y a Thanksgiving, et donc les universités américaines prennent une pause d'une semaine pour Thanksgiving, ce qui offre la possibilité de voyager un petit peu. Et donc je me suis dirigé je suis parti en Californie, à Los Angeles. Tu as bien choisi, j'ai l'impression quand même. Oui, c'est-à-dire que là, quand je regarde par ma fenêtre et que je vois la tempête de neige et que j'étais sur la plage avec 20 degrés il y a 3 jours, ça contraste. C'est ça, ouais. Donc, alors vous avez peut-être pu voir, je sais pas si honnêtement t'as posté peut-être du contenu pour The Playoff depuis Los Angeles ou pas? Non. Non, donc voilà, donc je pensais que tu aurais peut-être pu mettre un ou deux trucs, mais donc on va pouvoir en parler et en parler tous les deux pour le podcast là. Déjà, raconte-nous un petit peu, tu y as été combien de jours, tu y étais avec qui, dans quel cadre, voilà. Bon, pose un petit peu le contexte peut-être pour les gens qui nous écoutent. Tout à fait. Donc je suis parti avec mes amis de l'université, et on est parti 4 jours avec 3 jours pleins sur place. Donc dimanche, lundi, mardi, et ça, on a eu un programme assez chargé du coup sur ces 3 jours pour essayer de faire le maximum de choses possibles dans cette ville si vaste. Mais on a quand même réussi à faire des trucs sympas. C'est ça. Donc alors c'était donc là nous le podcast il sort le 2 décembre. Donc c'était pas le dimanche, lundi, mardi fin novembre, c'était la semaine d'avant, on est d'accord? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc sur les coups du 21, 22, etc. Donc du coup à Los Angeles, alors on va parler sport évidemment, mais moi quand même j'ai envie de savoir, peut-être les gens aussi. Première fois à Los Angeles, je présume Elliot, je sais que non. Mais qu'est-ce qui t'a marqué ou en tout cas que t'as retrouvé là-bas, que t'as déjà pas à Indianapolis à part le soleil, mais c'est quoi? C'est la démesure de LA, la Californie, c'est vraiment ce qu'on peut voir entre guillemets à la télé, dans les films, sur les réseaux. Comment, à part le sport, qu'est-ce qui te marque le plus de ce périple-là du côté de LA? C'est grand. C'est vraiment le truc qui est impressionnant, c'est que les avenues sont genre immenses. C'est très très, la ville est très 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 étendue.
Donc même le centre-ville entre guillemets s'étend sur, enfin peut-être la taille d'une ville française Mmh. basique, OK. qui comprendrait tous les quartiers. Et là, c'est juste le centre-ville. Et donc tu peux marcher, tu peux voir plein de trucs différents en quelques blocs. Et surtout, c'est que vraiment, parfois, t'as l'impression que c'est vraiment un quadrillage très net avec des grandes avenues et qui te donne des perspectives immenses sur la ville. Ah oui, tu vois très loin en fait. Ouais. OK. OK. Bon, juste petit point météo histoire de nous faire rager nous Français qui sommes là au début du mois de décembre sous la pluie, sous la grisaille. C'était comment? C'était chaud et beau. C'était du 18-22 degrés. Voilà, comme il faut, tu vois, fin novembre, début décembre. En Parfait. tout cas pour ceux qui aiment. Après, certains aiment la pluie, la grisaille. Bon, c'est le cas d'une minorité, mais en tout cas voilà. Donc t'as pu aussi te faire plaisir sur ce point-là. Sur l'aspect sportif, du coup, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu as eu l'occasion de voir basket et hors basket. Je sais que tu as eu l'occasion d'aller voir Ouais. d'autres choses. Ben, j'ai fait 3 matchs en 3 jours. Donc les 3 jours, on était présents sur place. 3 sports différents. Donc on a fait NFL, NHL, NBA. Le dimanche, c'était la NFL, c'était les Buccaneers qui se déplaçaient aux Rams avec un match qui s'est déroulé, enfin qui s'est plié très rapidement avec un 21-0 des Rams Ouais. en une quinzaine de minutes. Et ensuite Baker Mayfield qui ne revient pas sur la seconde période. Donc c'était un peu à sens unique. Mais donc c'est mieux que ça soit dans ce sens-là que ça soit les visiteurs qui Oui. mettent une tôle. Donc l'ambiance était très cool. C'était 70 000 places, je crois. Et ça, bah moi qui passe de mon petit entre guillemets Gainbridge Fieldhouse qui me paraît déjà immense comparé aux salles Ouais. françaises. Et Mhm. là, dans un stade NFL, c'est vraiment c'est impressionnant et c'est comment on dit? Tu perds l'équilibre un peu même quand tu regardes tellement tu te sens waouh dans Parce un que c'est le SoFi Stadium, si je dis pas de ouais bêtises, je crois que c'est exactement ça. Et en plus, c'est une salle NFL. Alors, on va pas parler NFL pendant 10 minutes parce qu'on est sur un podcast basket, mais c'est une salle qui est très moderne. Je pense que tu peux me ouais confirmer. il y a Et l'espèce avec de des écrans d'écran énormes. géant Ouais, c'est ouais ça. qui fait tout le tour du plafond entre guillemets et qui varie en taille etc. C'est design moderne futuriste Ok. comme tu veux. Ok. Donc, le match NFL du dimanche, ok. Tout à fait. Et ensuite, NHL le lundi. Donc, c'était les Vancouver Senators. Non, Ottawa Senators, pardon, qui se déplaçaient au LA Kings. Ouais. Et donc, au crypto.com Arena. À la crypto, je sais pas. Bref, Ouais, la voilà. crypto. Au Ouais. Staples Center, on va dire. Euh, et donc, c'était marrant surtout de voir cette salle en configuration NHL donc avec le terrain au milieu qui n'est pas vraiment plus grand que le terrain NBA, un petit peu, mais pas tellement. Ok. Ok. Et là, les deux équipes ont dormi pendant deux tiers temps et demi et se sont réveillés sur les 5 dernières minutes. Et il y a eu 3 buts et 2 pour LA qui s'est imposé. Et donc encore une Ok. fois, une belle ambiance dans la salle à la fin du match. Ok. Et alors, ta petite question alors le hockey, j'ai jamais eu l'occasion d'aller voir un match. Je sais pas exactement si tu étais bien placé, ce genre de truc, mais d'un point de vue visuel, c'est assez simple de pouvoir suivre une rencontre de hockey sur glace et de pas être complètement perdu. Ou C'est alors on est. assez, ça va. Donc la glace est blanche et le palais est noir. Donc enfin, noir Ouais. sur blanc, ça se voit bien. Le truc, c'est que ça va très vite. Et parfois, tu sais Ok. pas vraiment où est le palais parce que juste les mecs sont tous autour du truc et tu vois pas vraiment où il est, mais tu peux à peu près deviner où il est. Et après, quand il y a des passes ou des tirs, en vrai, tu le vois assez Ouais. Ok. facilement. Ok. C'était la première fois peut-être que tu allais voir un match de hockey. Alors Tout à NHL, je fait. présume que oui, mais ouais, c'était Mm. vraiment ta première expérience sur ce sport-là. Ok. Et donc Ouais. du coup, on en vient au cœur, en tout cas pour nous, c'est le match des Lakers que t'as pu voir et pas n'importe lequel en plus. Hein. Voilà, Derby de Los Angeles, Clippers at Lakers. Avec du côté avec un petit duel Luka Doncic James Harden très sympa
Du coup, match qui comptait pour la NBA Cup, qui s'est joué sur le parquet de NBA Cup, qu'ils ont retiré pour le match de vendredi soir d'ailleurs, parce qu'il a été jugé inapte. Et Luka Doncic était plaint que ça glissait. C'est ça. C'est surtout parce Et que on l'a Lucas vu. s'était plaint. Ouais, c'est ça. On l'a vu. En vrai, moi, je l'ai vu plutôt se plaindre souvent du parquet. Ok. Voilà, match très serré hein, jusqu'au début du quatrième. Même à la mi-temps, je crois que s'il y avait un point d'écart ou quelque chose comme ça. Et c'était très cool à suivre. Doncic et Harden se sont souvent enfin fait un petit back and forth tous les deux. Et à la fin, c'est Reeves qui va plutôt prendre les choses en main dans le dernier quart pour assurer la victoire à domicile. Ouais, avec une grosse perf de Doncic hein, sur ce match-là en particulier. Moi, je crois qu'il doit être à 42, 10, 12 ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est pas mal. C'est plutôt correct. C'est non, c'est tranquille. C'est un match classique. Non, en vrai, son premier quart est absolument exceptionnel. Avec tous ces espèces de side step back sur le côté gauche, là, sur l'aile gauche. Il en a même planté un sur notre pauvre Nico Batum, qui ne pouvait pas faire grand chose parce que, et enfin, c'est dingue parce que t'as l'impression que chaque tir va rentrer. Enfin, t'es persuadé que chaque tir va rentrer quand il le prend. Et la salle aussi. Et donc, t'as une espèce de, et après, quand ça rentre, tout le monde explose. Et, franchement, incroyable à voir. Moi, je suis pas un fan de LeBron James comme peuvent l'être d'autres personnes. Mais moi, voir Luka Doncic, ça m'a vraiment fait quelque chose. Parce que j'avais un maillot de lui quand j'étais petit. Enfin, petit, c'était il y a pas longtemps, Oui. Ouais, voilà, ouais. mais j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur. Et là, le voir en vrai faire un match comme ça. Ouais, du coup, c'est 43-9-13. C'est Ok. la même chose. Ok. Ouais, parce que du coup, c'est la première fois que tu le voyais, vu ils sont pas encore venus à Indianapolis. Hein. Tout à fait. Ouais, les Lakers ou Clippers, enfin toutes les équipes de l'Ouest ne Ouais. viennent qu'une fois Mm. au Gainbridge Fieldhouse. Donc j'ai pas encore vu, je les ai pas encore vus. Ok. Et alors, du coup, on va faire ça rapidement pour conclure. Mais niveau expérience, la salle, alors on va mettre de côté un peu le SoFi Stadium, mais plutôt la Crypto.com Arena. Comment toi t'as senti un petit peu cette atmosphère dans une salle qui est mythique en NBA quand même dans l'histoire de l'NBA, sans faire offense à la salle d'Indianapolis, mais on est peut-être dans un range un petit peu au-dessus. Est-ce que c'est quand même comme on peut entendre parfois dans d'autres grandes salles type New York par exemple ou Miami où tu as beaucoup de touristes et en fait peu de gens qui sont là vraiment pour regarder le match. Comment toi t'as ressenti un petit peu toute cette atmosphère générale alors que ce soit pour la NHL mais en particulier plutôt pour la NBA pour nous. En vrai, déjà, les bannières accrochées au plafond, ça fait quelque chose Tu parce m'étonnes. qu'il y en a 17. Ouais, Donc quelques-unes. ouais. Et aussi tous les maillots retirés qui sont euh, accrochés à côté. Et donc ça, déjà, ça donne une atmosphère particulière. Et après, c'est surtout, je pense, l'animation. C'est-à-dire que l'intro des joueurs, il y a des espèces de draps qui tombent du plafond, et ce qui fait un espèce de rectangle géant autour de l'écran central qui est donc, enfin, qui n'est pas utilisé pour l'intro des joueurs. Ils rajoutent des trucs autour pour faire un truc encore plus grand, alors que c'est déjà impressionnant sur juste un écran. Et donc ça donne un aspect, enfin ça donne une petite atmosphère particulière avant la rencontre. Et après, honnêtement, je sais pas vraiment si je dirais qu'il y a des touristes ou des amateurs de basket, mais en tout cas, il y avait beaucoup de bruit. C'était pas, enfin, surtout sur tous les paniers de Luka Doncic, ça a explosé, mais même Mm. sur tous les autres joueurs des Lakers, on sentait que le public était quand même derrière son équipe. Euh, Après, j'avoue que le match 5 le match 4 pardon, des playoffs WNBA au Gainbridge Fieldhouse, j'ai jamais vu un match avec autant de bruit. Ouais, après c'est ça. Là, t'es sur un match de régulière contre, même si on est sur la Oui, mais WNBA tu qui est vois, peut-être voilà, c'est ça. Si, c'est ça. si les gens présument que la WNBA attire moins de spectateurs, bah, c'est vraiment pas vrai. Alors peut-être aussi parce que du coup, toi, t'es à Indianapolis, on sait que c'est une vraie terre de basket
Et ils Ouais, ont cette clairement. vraie culture là. Peut-être que dans une autre salle WNBA dans une région ou dans un état un petit peu moins fan de basket. Bon voilà. Mais en tout cas, bonne ambiance quand même du côté de Los Angeles. Juste pour conclure, Elliot, du coup, là, toi, t'es revenu à Indianapolis. T'as prévu d'autres petites virées aux États-Unis peut-être pour les fêtes, pour les fêtes ou pour le début d'année 2026. Est-ce que t'as un petit agenda déjà de prévu? Tout à fait. Donc les cours, enfin l'université ferme officiellement le 20 décembre jusqu'au 12 janvier. Donc je vais passer quelques jours à New York jusqu'au 2 janvier. Et après du 2 au 11, je serai à Washington DC. Très bien. Donc l'occasion peut-être d'aller dans les deux salles, c'est quoi, Capital One là, Center, Arena, je Exactement. sais pas quoi, et évidemment le Madison. Peut-être Et le Brooklyn aussi. Barclays. Bien sûr, tout à Ouais, fait. ouais. Bon, ça faut que t'ailles dans un bon match, hein, parce que si c'est que pour voir les Nets, ça va être compliqué. Mais Non, mais en vrai, c'est la salle où j'ai découvert le basket. Donc ce sera ah oui. quelque chose d'émouvant pour moi. Bon, nickel. Bon, on aura peut-être l'occasion du coup d'en reparler, ou toi t'en reparleras très certainement Tout à fait. dans les futures chroniques Elliot One. Donc la prochaine, bah, c'est dans 2 semaines que vous la retrouverez Mhm. évidemment. Euh, C'était cette petite parenthèse, on a fait la petite discussion tous les deux. Est-ce que tu avais un dernier truc peut-être à rajouter, Elliot? Eh ben non, juste aller suivre les réseaux sociaux de The Playoff parce que les contenus NBA arrivent très rapidement. Là, à l'heure où vous écoutez le podcast, il y a une interview de Bilal Koulibaly qui est sortie ce week-end et peut-être Alexar qui est sorti ou qui sortira peut-être mardi ou quelque chose comme ça. Bon, nickel. Donc, si vous voulez continuer à suivre les aventures d'Eliott, toutes les interviews avec les Français et les autres, évidemment, c'est à retrouver, à découvrir et à retrouver, évidemment, sur les réseaux de The Playoff, comme tu l'as dit, Twitter, Instagram et compagnie. Merci, Elliott, en tout cas, pour cette Merci beaucoup, petite Chris. pour cette petite pastille un petit peu différente. On te retrouvera sur le format habituel dans 2 semaines. Et nous, en tout cas, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, et donc à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Allez, ciao! À bientôt.